gueule. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver, bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring. Featuring, vous le savez, parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes en featuring avec plusieurs personnes. C'est un groupe légendaire. C'est un groupe par qui tout a commencé et on espère tout continuera. C'est un groupe très important. C'est un groupe du sale sud, du Dirty South. C'est un groupe qui nous vient de Marseille. Et là, tout de suite, je pense que vous avez trouvé, nous avons IAM. Comment allez-vous, les gars? Très bien, merci. Très bien. Salut. Je suis content de vous recevoir. On m'a tellement dit, oui, quand est-ce que tu reçois IAM? Quand est-ce que tu reçois IAM? C'est chose faite. Ouais, c'est Donc, comme on ne nous voit pas et qu'on nous entend, j'ai besoin de dire à tout le monde qui est là, et je commence sur ma gauche avec Imhotep. Eh ben, c'est tonton Imhotep, architecte musical, pour vous servir. Sur him. Shuriken. Ouais, salut à tous, Shuriken. On dit plus Changti? Si, à l'occasion, mais je suis beaucoup moins calme depuis longtemps. Okay. Donc je l'ai enlevé. Quand j'ai commencé à perdre mon self, je l'ai enlevé. Ok. Nous avons Keops. Et ouais. Et nous avons Akhenaton. Salut à toutes, à tous. Voilà. On va revenir sur votre parcours, qui est très long. Donc je précise tout de suite, si c'est pas la peine de dire, mais t'as oublié de parler de ci, de parler de ça. C'est impossible. J'ai parlé de tout. Voilà. Il y a trop de choses. Mais on va revenir sur plusieurs choses. Et je dis d'avance, c'est pas que pour le public, c'est aussi pour moi. J'ai besoin que vous m'éclairiez sur certaines choses, parce qu'en général, j'ai reçu beaucoup de gens de la région parisienne. On se croise, on se connaît depuis longtemps, et vous, étant de Marseille, on s'est beaucoup moins croisés. Donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, donc je vais en profiter en même temps. Yes. Donc j'aimerais qu'on commence par le commencement. Ici, le commencement, c'est vos premiers rapports avec le hip-hop. Je m'explique. Le jour où vous pratiquez une discipline là-dedans, et surtout, là, il y a 2 rappeurs, il y a un DJ et il y a un compositeur. Et j'aimerais savoir si vous avez fait autre chose au niveau des disciplines. Ok. Voilà. Donc, qui se lance? Qui commence? Moi, je suis arrivé par la danse. Ok. Je suis arrivé par la danse pendant longtemps et j'ai continué pendant longtemps en même temps que le rap. Mhm. Voilà. Et puis, pendant un bon moment, j'étais beatmaker aussi, j'ai composé pas mal. Mhm. Ce que je fais moins maintenant. Ok. Mais voilà. Mais du coup, le premier jour où tu t'es mis à danser, tu te rappelles? Et pourquoi? Comment? Franchement, je sais plus. Je sais pas si c'était sur les premiers trucs qu'on a vus à la télé. Ben nous, le rap, on le connaissait déjà musicalement, mais à la télé, on savait qu'il y avait la danse, mais on en voyait que de temps en temps dans certains clips vidéo. Je pense à des Lionel Richie de l'époque ou des. Et puis après, il y a eu les premiers. Alors les premières vidéos, c'était Break Machine, c'était tous ces gens-là, Voilà. c'était toutes ces choses-là. Et forcément, je dansais déjà pas mal sur le funk, donc la transition elle a été naturelle. Ok. De suite, c'était quelque chose de nouveau, c'était des codes différents, des mouvements complètement différents, des placements rythmiques complètement différents. Donc Ok. Donc, c'est la télé. Et ouais. t'as jamais essayé d'être DJ ou Non. le graffiti? Non, trop nul en dessin Ok. et DJ, je pouvais pas. J'ai essayé d'être rappeur, donc Ok. j'étais déjà à 200% sur ça. 400%, c'était dur. Très bien. Parce que DJ, c'est 200% aussi. Je suis curieux de savoir. Là. Imhotep, dis-nous. Là, je suis tout oui. Eh ben, moi aussi, j'ai commencé par la danse. Oh putain. Ok. Mais ça Un pas mythique. n'a pas duré longtemps, je me suis blessé. Non, pour, Les ligaments. B-boying extrême. non, pour plus sérieusement, en fait, moi, auparavant, j'étais musicien. J'étais notamment dans certains groupes de reggae, Ok. voire si on remonte plus loin, dans certains groupes de blues. Là, je vois tout le monde rire, je me demande si c'est vrai. Non mais voilà, alors le truc c'est que je dise des conneries ou la vérité, ils rigolent quand même. Donc essaye de t'habituer. Donc pour le blues, c'est vrai. C'est vrai, Vraiment j'ai commencé à la guitare électrique dans les années 70. Et dans les années 80, tu faisais quoi? Dans les années Quel groupe? 80, j'ai eu un passage, on va dire que j'essaye d'oublier. C'est pas la peine.
J'ai eu un passage entre le moment où au moment où j'ai basculé entre le blues et le reggae, il y a eu un passage reggae rock très bref là où non, qu'on pas essaie reggae. d'oublier. Le mot reggae est Mais trop. ô combien fédérateur. Oui, je et dirais. très documenté. Malheureusement, Ah, il y a des traces. Il y a Oui, des bien sûr, traces à toi de les cette trouver. époque. On essaie d'oublier. Bon, n'en parlons plus. Non, ma vraie école musicale, ça a été le reggae. C'est là que j'ai approfondi ma Ça connaissance sent des d'ailleurs instruments. dans ses compos, on entend vraiment qu'il a, Ah qu'il oui, a mais on baigné l'a là-dedans. toujours dit. Oh, je pense que Tu c'est tu joues de quel instrument? un peu de tout. Oh. Batterie, basse, guitare, clavier. Percu. C'est justement à l'époque où... Kéops, les gens, vous savez pas, Kéops, Non, mais- il est insupportable. Non, mais c'est Un vrai. élève dissipé. En plus, c'est vrai que j'ai commencé au percu et depuis tout Tu vois, petit, ma je dis mère pas me les conneries. disait arrête de taper parce que je tapais absolument sur tout ce qui me tombait sur la main, sous la main, des tables, des casseroles. J'étais un percussionniste dès le berceau. Et non, plus sérieusement, Le hip-hop. voilà, le hip-hop, Sur je des l'ai bambous aussi, abordé. taper sur des bambous. Je l'ai abordé au milieu des années 80, à une époque où j'étais à fond dancehall, digital, et quand j'ai... La grande période du dancehall, parce que Voilà. pour moi, ces années-là, elles étaient extraordinaires au niveau des sorties des albums de dancehall en Jamaïque. C'était monstrueux. Même en Angleterre, il y avait vraiment des Ah trucs ouais, non, qui se faisaient. c'était... Moi, j'allais souvent à Londres, au carnaval de Portobello, j'allais chercher du vinyle là-bas. Et un jour, je suis tombé sur un vinyle dans un magasin de vinyle à Aix-en-Provence. Et c'était Paid in Full de Eric B. and Rakim. Et c'est l'album qui m'a fait vriller. Je pense qu'on était en 87, si je dis pas de conneries. Oui. 87 ou 88. 87, tu as raison. 87. Voilà. Et c'est l'album qui m'a fait vriller. Et du coup, j'ai mon idée après, parce qu'à l'époque j'étais instituteur, donc j'avais un petit salaire qui me permettait de prendre un crédit. Et je me suis acheté mon sampler. J'ai tout de suite capté dès les premiers prods et les premiers instrus faits avec des samplers. J'ai compris que c'était mon truc. Donc voilà, il a fallu que je me trouve un sampler W30. et deux, trois, exactement, W30. Merci à Eric B. Rakim, quoi. Ah ouais, et d'ailleurs, je lui ai, quand il est monté sur scène avec nous, après le concert, je lui ai dit, toi et ton collègue, vous avez changé ma vie, ça l'a énormément touché. Et Il a d'ailleurs, changé nos vies, hein, même. ça a changé nos Et nous, vies, en grande on est au partie. pluriel. On n'a pas changé ta vie, nous? Ouais, un peu. un quand peu. même. Un peu. C'est vrai que depuis que je te connais, je rigole beaucoup plus souvent. Quand tu nous as connus, quand on est chez toi, ton sampler, on t'a quand même changé la vie, non? Tous les trois, là. On m'avait cassé les couilles. Ouais. On m'avait vidé mon stock de pâtes et de Heineken, ça je me rappelle très bien. Quel menu! Ah, Et, c'était déjà bizarre, ça. Attends. Non, c'est vrai, il a raison sur ça. Et d'ailleurs, non, c'était déjà rigolo luxure, parce qu'à l'époque, donc je les connaissais pas encore. C'est par la suite, c'est Djali, le papé du Massilia, qui me les a présentés. Et la première fois que je les ai vus sur scène, il me semble, c'était en 86 ou 87 à la Ils Maison sont trop Hantée. forts, Les antennes. Non, j'ai dit, ils sont pas encore prêts, je reviendrai l'année prochaine. Ah. Ce qu'il oublie, c'est que nous, ça faisait déjà 2 ans que vous étiez à la maison NT, avant qu'ils s'aperçoivent. Bon, au lieu de dire des conneries, Non, raconte j'ai ton rien. histoire. À toi maintenant, Kéops. Tu veux pas parler en premier? Allez, je parle un peu. Non, c'est bon, j'ai Ouais, rien. ouais, laissez-le, comme ça, on a le temps. Non, moi, c'est vite fait, c'est à la radio. Hein. J'ai écouté des titres, Il y a des j'ai disques. acheté des platines. Tu te rappelles ce que t'as entendu à la radio? Le déclic? Peut-être pas le titre exact. L'émission, c'était 2 émissions. La première, ouais. Total Prélude, moi, j'allais dire. Oui, c'était Total. Prélude et Starting Black. Ok. C'était C'était dans des radios du coin. Marseille. c'était dans les anciens les locaux de la Cosca. Ah, ok. Ouais. Ah, ok. Ouais. Et il y avait une émission plus funk, une émission hip-hop. Et ils jouaient les trucs de New York. Et je pense que Chill aussi l'écoutait. On avait les cassettes. Et puis, en tant que DJ, je pense que c'est le morceau de Les Aventures de Grandmaster Flash Ok. qui m'ont tourné la tête. Et Mais, voilà. mais donc, toi, t'entends ça, tu te dis pas, faut que je rappe. Tu te dis direct, moi, je vais être DJ. Rien à ou- foutre. Il n'y a même pas de groupe. Déjà, tu peux pas dire. On part d'une époque où le rap français, il n'y a, Y a pas, y a y a rien. pas. Tu Ouais. n'as même pas l'idée que ça puisse exister. Donc, tu veux en écouter. Je te parle de là, c'est 83, 84. Quoi. Ouais, C'est la musique qu'on écoute. Voilà. Ouais. Mais à Y a aucun rien. moment, il n'y a pas de modèle. Il n'y a Mais pas de je pense modèle. qu'il y a c'est un point commun, la radio, je pense que les premiers contacts réels, alors hors discipline, le contact réel vraiment avec la musique et la culture,
c'est à travers les émissions funk qu'on écoutait toutes à 2h du matin, le doigt sur le play de la cassette. T'as connu ça aussi? Bien sûr. En espérant que le mec va pas ouvrir sa gueule en plein milieu du morceau. Pour écouter. On a tous connu les premiers morceaux, c'était ça, quoi. On a tous Moi, cassette enregistrée. Moi, je me rappelle du morceau Charade, Gimme the Funk. Je l'ai enregistré chaque semaine. J'espérais qu'il allait mettre. Je savais l'endroit où mettait la pub. J'ai pourvu qu'il continue un peu plus loin. Et voilà, tu avais la pause. Des fois, tu bidouillais avec 2 cassettes pour essayer de recoller, pour essayer déjà des montages à l'époque. Et les premiers morceaux de rap, ils sont arrivés Voilà. à ces heures tardives de la nuit. Ouais. Par contre, on avait, dans cette émission, on avait vraiment des morceaux de hip-hop. Ils arrivaient à dénicher des imports à l'époque. Je me rappelais du Russell Brothers qui passait. Et on en a fait. Je l'ai réussi à l'avoir après tant d'années. Mais c'est des morceaux qui ont marqué, qui en quelque sorte, comme maintenant peut-être des morceaux de rap français, Ouais, je vois. vont booster les jeunes. On dit ce morceau. Mais moi, c'est des morceaux Qu'est-ce de que ça rap. doit À part que je te dis le titre, Russell Brothers, personne ne connaît, quoi. Mais Russell Brothers, Mais c'est par normal exemple, qu'on ait des repères Russell qui soient Brothers, différents. j'ai rigolé parce que ça m'évoque un truc, et j'étais là le jour où il le cherchait. Il a un bon karma parce qu'avant d'aller au magasin de disques, on allait à Roses, qui était à l'angle de la 14e rue, et il me dit, ouais, je vais trouver le Russell Brothers, ça fait des années que je le cherche et C'est la tout. première fois qu'on part à New York. C'est une anecdote, et vraiment, et il fouillait dans son bac de disques, et on était deux autres, il y avait Richard, que Dieu ait son âme, et moi, et en même temps qu'il fouillait, il regardait ce qu'on regardait, et au moment où je mets le Russell Brothers, il plonge sa main, il fait le Russell Brothers. Et en fait, chaque fois qu'il évoque ce disque, j'ai le souvenir précis du moment où il l'a trouvé, et qui est un haut moment dans l'échelle de la psychopathie très élevé. Ouais, je sais pas, tu vois, le mec qui Il cherche était les disques, hystérique. qui check les 2 En paquets, même temps. qui check tout le monde pour que personne ne rate, parce qu'ils étaient briefés, c'était On m'a pour dit moi. que Pete Rock fait beaucoup ça aussi. Il regarde beaucoup ce que les autres prennent quand il est dans les magasins. Il dit Tous les mecs qui diguent, Ouais, ils regardent. ils regardent Écoute, les mains chaque des fois que je suis allé diguer, les gens, ils regardent leur pile et ils regardent ta pile. Je dois faire pareil. Nous, on a digué, on a digué ensemble, et je peux Ok. te dire que lui, il faisait de la soul, moi, je prenais tout ce qui était hip-hop et funk. Ok. On a siphonné des magasins à 2, mais qui s'appelle siphonner d'une violence extrême. J'ai rencontré Lord Funk il y a Ouais. 2-3 ans de salue. ça, et il m'a dit, mais quand je vous voyais débarquer à A1, il a dit, on aurait dit les traumatisés. Moi, j'ai débarqué, j'avais les gants Mappa, Ouais. parce que Un je jour, suis hein. allergique à la poussière, je perdais la peau sur les mains. Ok. Et après, à la fin, ils nous avaient ouvert carrément la réserve. Bon, c'était la guerre. On était en guerre contre les Japonais parce que les Japonais venaient racheter tout. Ah, Et nous, on avait un budget très limité comparé aux Japonais. Et ils avaient des murs de disques. On avait fait un stock qui n'a pas été vu par personne, donc on a tué lui en soul. On est reparti le soir, il a fallu prendre des taxis parce qu'on avait tellement de disques. trop de vinyle. On avait tué, je sais pas, on est parti, je crois, 1500 disques chacun. Et on a vu, et je me rappelle ce jour-là, il y a un mec qui est connu au Puce de Saint-Ouen, il est arrivé. Il Ok. est arrivé vers 16h, on était là depuis 9h. Hein. Le pauvre. Il nous a vus, il a dit, oh merde, vous m'avez tué mon voyage. Vous avez tout pris, vous avez tout vidé. Ah, non, mais sérieux, hein, je peux te dire que tu envagues 1500 disques, c'est chaud. Hein. Et cette légende des disques rayés que tu rayais toi-même, tout ça, Il y a des disques aussi. c'est réel. C'est réel, mais c'est pas moi. Ils portent le même prénom, mais c'est... Moi, j'explique pour ceux qui Il est savent rayé pour pas. moi. Pour ceux qui savent rayé pas. pour moi. Il avait des agents des carrément, agents, grave. putain. Les hommes de main. Donc, notre ami Kéops, ici présent, allait acheter un vinyle dans un magasin. Bien sûr, il y avait d'autres exemplaires. Il rayait les autres exemplaires pour que les autres ne puissent pas avoir le même vinyle que lui. Non, c'est Donc, arrivé une fois, voilà. c'est sur le Public Maxi Enemy. Rebelle ou Fat Pose. J'avais l'argent pour en acheter 2, il y en avait 3. Ok. Donc j'étais dégoûté et mon pote il me dit attends, je vais régler le problème. J'ai dit comment? Il me dit regarde, il avait mené exprès une pointe de... Tu sais, à l'époque on avait les chaînes avec la cassette, les disques qui tombaient là, vite fait, un truc à 5 francs. Là. Ok. Et il avait ouvert le disque, il avait mis la main dedans, il avait fait 3 bons petits coups, vroom, 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 comme ça. Il me dit allez viens, c'est bon maintenant, personne qui le jouera avant toi. Et en Ça, fait, c'est bien souligné le degré de psychopathie dont on parlait tout à l'heure. hein. Mais Exactement. c'est très new-yorkais, en fait, parce que on se rend pas compte, même moi. si le hip-hop, c'est le partage,
y a, et on s'en aperçoit très bien en regardant Hip Hop Evolution, il y a une vraie compétition, et une compétition agressive entre les DJ des premières heures, entre Couleur, Bambata et Grandmaster Flash. Ouais. Mais en plus, à signaler qu'ils sont tous d'origine jamaïcaine, mais il y a cette battle-là à celui qui joue la meilleure nouveauté, à celui qui joue le meilleur disque, et qui a perduré jusqu'à très tard. Ça faisait partie de l'état d'esprit de l'époque. Autant il peut y avoir énormément d'échanges, autant il y a cette compétition et la volonté d'être le meilleur DJ, le meilleur danseur, le meilleur MC. Non. Donc à la danse, tu peux pas trop faire de fourberie, mais en tant que DJ... Quoique, attention. Ouais, mais en tant que DJ, tu as le matériel, donc tu peux t'en prendre du matériel. Voilà. Avant qu'on passe à Akhenaton, j'aimerais d'abord terminer avec Keops. Non, juste savoir, à part DJ, t'as rien essayé d'autre dans le hip-hop? Si, j'ai fait beatmaker comme Joe. Ok. J'ai sorti des disques, mais c'est beaucoup plus tard. Voilà, mais sinon... jamais, il n'y a pas de trace de rappeur. Écoute, Keops rappeur. moi j'ai 2 personnes qui rappent très bien. Je les laisse faire, chacun son truc. Ouais, peut-être au début, on ne sait pas. Non, au début, les cartes étaient déjà distribuées. J'ai essayé. Tiens, d'ailleurs, moi j'ai oublié de dire que j'ai rappé aussi à une époque. Oui. Voilà, mais nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut ici, nous. Écoute la leçon. Il y a des traces En fait, j'espère que non. Nous, on aimerait. On l'a connu. Pour te dire le rappeur de génie que je suis, je n'ai écrit qu'un morceau dans ma vie, que j'ai rappé une fois parce qu'il fallait tester un micro, je crois que c'était sur Planète Mars ou une connerie comme ça. Je l'ai rappé une fois devant le micro et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un tube instantané, un classique du groupe IAM. On connaît les paroles et tout. C'est-à-dire un morceau, voilà, un tube planétaire. C'est encore une preuve de mon génie. Merci. On le connaît. Tu as fait presque aussi bien que Born to Be Alive. C'est ça, un morceau, One Hit Bon, Wonder. on prend pas d'argent. C'est un cousin. C'est le Patrick Hernandez de... Tu prends pas d'argent. Grand to be là, il prend 0. C'est le Patrick Hernandez du hip-hop. Mais caché, quoi. C'est ça. Voilà, le crypto Patrick Hernandez. Akhenaton, dis-nous tout. J'ai commencé à écouter du rap très jeune, je devais avoir 12 ans. C'était à mon anniversaire, on m'avait offert un disque en 80 de Sugar Hill Gang. Et en tant que membre actif de la culture hip-hop, j'ai été danseur de novembre 83 à novembre 83. Oh, pareil, il y a des traces. Il a suffi d'une cassette vidéo Oh, merde. et d'un revisionnage Cette fameuse. pour que je me dise, ok, il va falloir arrêter le rap, la danse. Il va falloir arrêter la danse immédiatement. C'est pathétique. Mais ça fait 20 ans qu'on essaye de tous les côtés. Ils n'ont pas vu la cassette. Ah ouais? Et pourtant, ça digue. Hein. Personne l'a vu. Non, il y a des menaces. Non. Ah, Carrément, il y a eu des je suis menaces, des italien. chantages, des tentatives. Je suis italien, on est hermétique, ça sort pas de la famille. Attends. Mais Il y a eu tentatives de tu tous sais les qu'on côtés. s'est arrêté mais comme pour ça pour l'instant, Imhotep infructueux. pendant 20 ans, Ok. 25 ans. Mais ce dernier mois, un mur est tombé. Pourquoi tu changes de sujet C'est juste comme ça. Vas-y. Donc ma cassette est profondément ridicule et je suis au premier à... Et donc, devant ce flot de ridicule, Le Graal. je graffais déjà un peu. Et, Ok. et je faisais... C'est quoi ton nom de je graphiste? faisais... Oh là, Non, on veut tout savoir. Ici, on aime les anecdotes. C'était quoi? on C'était aime Cougar, c'est ça, ouais. ça. Ah, ok. Ouais. Et c'est C'est pas un peu terrible. limite. Hein. Mais Aujourd'hui, c'est un peu bizarre. c'était J'aurais peut-être pas dû le dire, ça. je n'ai rien à foutre. Il assume tout. J'en ai c'est rien bien. à foutre, Il moi. assume. Et donc j'avais commencé à faire des graphes et il m'a vu déjà des petits trucs que j'ai fait. C'était pas fantastique. Et très vite, en fait, et il s'est présenté à moi le fait d'essayer de rapper comme une évidence, en fait, parce que je commençais à acheter des disques. Alors, j'étais pas à son niveau, hein, mais il sait que quand j'avais un peu d'argent, j'achetais des disques plutôt que des fringues. Donc, j'achetais des disques. Il y avait des faces B systématiquement sur les disques. Version instrumentale. Et qu'en fait, j'ai commencé... Sur la face B. mais en Saint-Jean, En la phonétique. face A. Ah. C'est-à-dire que Ok. en phonétique, Ouais. je Ok. prenais les trucs Ouais. et je me rappelle, Le j'avais premier concert, tu fais Mastodon Committee, Nucleus, Nucleus, Jamonite. Ah ouais, Et j'ai j'adore commencé à J'ai refaire. dansé sur Jamonite. Jamonite, c'est une tuerie. Ouais. On t'expliquera, Pascal, ce que c'est Jamonite après. Et un jour... Je l'ai sur la compilation Mister Magic,
Ok. Alors, tu te calmes un peu. C'est jadis avant ça. Alors, les deux, en fait, Oui, pourquoi je suis au ça milieu s'appelle la guerre d'Espagne. On a 2 Espagnols qui sont en majorité dans le groupe. Un espagnol et un ex-espagnol. Il a vendu son pays pour une tomate mozza, je le rappelle. C'est bien, il reconnaît. Real recognize real. Moi, je dirais juste que Akhenaton, il dessinait, il faisait des graphes, mais ce qu'il a fait le mieux, c'est les Afriques. Ah ouais, je faisais des... C'était un monstre pour les Afriques. Il s'est, de semaine en semaine, il évoluait, les couleurs, Les pendentifs, les pendentifs, Ah ouais, c'était j'avais même pas de quoi m'acheter à manger, donc du coup, dès que j'avais un peu de sous, j'allais acheter, j'allais à Belzunce, près de la Porte d'Aix, et on habitait à côté, au bout de Camille Pelletin, là, au boulevard de Paris. J'allais acheter le cuir et je faisais les Afriques et je vendais les petits pendentifs. Et les tickets aussi. Et les tickets de métro. Les métros, on les vendait pas. Ça, c'est de la falsification. Ça, c'était pas pareil. C'était pas le même Pareil, travail. époque, hein. c'est pénal, ça. Même de base, époque, hein. On a fini par tout Deux exceller. Afriques, deux tickets, On deux a Afriques, tous deux excellé tickets. dans ce domaine. Non, j'étais pas mauvais en faussaire. Donc, et ça a failli mal se terminer, cette histoire-là. Ça a failli avec des billes. T'étais en train de me dire que tu singeais la face A. Voilà, et sur un la jour, face B. on fait un match de foot, tu étais là, on fait un match de foot, et j'avais écrit, pour la première fois en français, un rap où je me foutais de la gueule de tous les potes qui venaient jouer au foot. Ok. Il y avait Omar Keladi, il y avait Eric, il y avait le robot, que Dieu ait son âme aussi. Il y avait plein de gens qui venaient jouer, et j'avais écrit un texte où je me foutais de leur gueule. Et pendant un moment, j'ai rappé en anglais, j'ai continué à rapper Nos en premiers anglais. concerts, il rappe en anglais. Ok. J'ai rappé en anglais, mais très vite, j'ai commencé à avoir des textes en français, des 85, fin 85, et pour en 86, n'avoir que des textes en français. Et c'est à partir de là où voilà, j'ai commencé à vraiment à écrire Mais c'est fou ce que tu dis. Donc des textes. là, on est en 85-86. Tu commences 84 en anglais. en 84 en anglais, mais à la rigueur, 84 en anglais, t'achètes des vinyles, Voilà. t'imites, donc ok, mais 85-86, t'es en français. 85, on est encore en français. je Voilà, pense. mais- on fait nos concerts, nous. Mais t'imites qui? Il y a des modèles, il y a des gens Non. qui rappent en français à ce moment-là, que t'as entendu? Non, C'est fou ça. Ben en fait, c'est une perception métrique de la musique, c'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure Tonton sur la percussion, c'est valable pour le rap aussi. Le rap, c'est de la percussion. C'est qu'une fois qu'on a intégré que les mots, les syllabes, c'est comme des percussions, j'ai adapté la technique et la métrique des vers anglais au français. Donc t'es première génération de rappeurs. Première Oui, génération nous- de rappeurs Français, pardon. Ouais. Nous, quand on fait nos concerts, il y a Johnny Go et les Destroymen. Ok, Ouais, c'est vraiment les seuls. Voilà. voilà. Mais après, il y en a Benny B, eu. façon Après, il y a rappeur le Nec Plus Ultra à Paris aussi, Ouais. qui sont arrivés un peu de temps après. Mais en fait, et ça, Eric m'en est témoin, pareil, très intéressé par le beatmaking aussi. Et la première chose que je fais quand je gagne de l'argent avec un concert, j'achète une TR-808. Et j'ai saoulé tout le monde avec la TR-808. Pendant tous mes concerts, je rappais sur des rythmes, des patterns de TR. Je gonflais tout le monde à la Quand maison. tu vois ce que c'est devenu aujourd'hui, Eh ouais. Ouais, grave. c'est Et quand c'est on va la à New base York- du rap aujourd'hui Bah encore. ouais. Et quand C'est on fou. va à New York, là, c'est la folie pour lui, aussi bien que pour moi. Parce qu'on dort chez Tony D. Tony D, il est DJ, donc il me montre les secrets du Transformer, tous les trucs. Lui, il y a tous les samplers qui sont là. Et c'est avant d'enregistrer V6 de B-Side, c'est au moins 2 ans, c'est deux fois, un an avant. Donc on passe nos journées. Donc on a l'idée déjà où il fait tourner les trucs, j'envoie les samples. Ok. Ça vient de là. Je pense qu'on a eu de la chance de partir à New York. De La rencontrer première ce fois mec-là. que vous allez à New York, c'est ensemble, Keops et Akhenaton? Lui, il va une Non, année avant moi seul. Moi, il j'ai allait eu avant. 84 Ok. seul et 86, tu n'étais pas là. si t'étais Non, pas là. vraiment, 85, 86, ouais, t'étais pas là. le premier grand voyage, c'est quand tu pars en 86, on Ouais. a la radio, Ouais. et qu'il est avec Jekyll, avec Tony D. Ouais, parce et que Russell. 84-85, je suis dans ma famille, en fait. Ok. T'as de la famille là-bas. J'ai de la famille qui est anciennement de Brooklyn, de Bensonhurst et de Carroll Gardens, et qui ont déménagé dans Connecticut. Donc, je suis dans Connecticut. Je sais pas, c'est-à-dire, chaque Madame fois, est je prends, voilà, Tony Danza. Et je prends le train de Bridgeport jusqu'à New York. loin. Ça fait une, C'est loin. ça hein, fait c'est loin. une trotte. Et il a raison. Le premier grand voyage, c'est que à la radio, j'ai Tila Rock au téléphone.
Tila Rock et André Harel. Et c'est André Harel qui me dit viens à New York. Attends, doucement. Pourquoi t'as André Harel et Tila Rock au téléphone? D'où? Comment? On a une émission et on a notre père spirituel, lui qui faisait des émissions qu'on écoutait, qui est avec nous dans l'émission et qui branchait avec les Américains. Et en fait, dans notre émission, chaque semaine, on appelle Philippe Subrini. On appelle un Américain, donc on appelle souvent André Harel, qui deviendra Dr. Jekyll, patron d'Uptown, Motown, tout ça, voilà. Et qui est lui aussi parti. Et en fait, lui a des contacts. Il avait le contact à l'époque de Bambaataa. C'est une longue histoire avant tout le monde. Et lui, on va appeler, pendant notre émission, on va appeler chaque semaine André Harel pour demander des nouvelles de New York, ce qui marche pas. Et de là, on établit le lien. Et Philippe part, je me rappelle, le lendemain de France-Brésil, de la Coupe du Monde. Ouais. Et il part. 86 86, et André Harel, il fait, bon, écoute, lui, pendant la Connecticut, quand tu arrives, tu nous appelles, tu viens à New York et on fait le truc. Et donc, lui, il part, les rencontres, c'est un été, bon, nous, on l'a au téléphone, c'est la folie, tout ça. Par contre, l'année d'après, c'est qu'il nous invite chez lui. André Harel? Non, Tony D. Qui est son pote, non? Son pote. Et Tony D, lui, c'est, si tu veux, il est premier au Billboard. Il a le label Bad Boy. Il a d'abord un titre avec Love qui est numéro 1. C'est le producteur de Search. C'est le producteur de Jungle Brothers. C'est Todd Terry. Enfin, il est premier. Nous, quand on débarque, le mec, il est premier. 3 titres premiers au Billboard. Et il vous invite chez lui? On dort chez lui un mois. C'est vraiment installation, on fait ce qu'on veut, on a le studio, c'est du grand n'importe quoi. Des sauvageons que tu lâches dans Brooklyn. Ok. Oh ouais. Et donc là, pour moi, le beatmaking, justement pour parler de ça s'accélère parce que André de Bourg-les-Marges. Il m'appelait André de Bourg-les-Marges, mais quand il quittait le studio, parce que quand même dans le studio, il venait enregistrer Jungle Brothers, Kingston. Donc vous les voyez tous passer? Oui. Même des groupes de house comme Royal House venaient enregistrer. Il y avait vraiment Todd Terry, Chubb Rock, vraiment des gros noms du Chapster. Voilà. Mais juste pour les auditeurs un peu plus jeunes, vraiment rappeler que ces mecs-là, dans les années 80, ils sont importants dans le milieu du rap américain, à New York, tout ça. Et que vous êtes là, vous êtes plongé vous êtes chez ce Tony D, et vous voyez tous ces gens passer, et c'est énorme, vous êtes français. C'est des gens qui ont inventé une culture, carrément. Exactement. Que ce soit les DJ de l'époque ou les premiers beatmakers, Marley Marl, tout ça, c'est des génies. C'est des gens des gens qui ont inventé non seulement une technologie, mais un style, une culture musicale. C'est énorme ce qui se passe à ce moment-là. Qui ont amené la déclinaison de plein de technologies. Je veux dire, le plus terrible, c'est qu'on vit la bascule, Rakim, de là-bas. On n'est pas ici. Ah ouais, ok. On n'est pas ici. Ils changent le nous, rap américain. On a I Know You Got Soul et Painful qui sortent l'été où on est à New York. Moi, je me vois arriver je me vois arriver dans la voiture et me dire, écoute ça, I Know You Got Soul, ça cartonne à New York. Dans la voiture, je venais d'arriver et c'est un flash dans la tête, aussi bien pour lui que pour... Et on le sait par rapport aux Américains, même les Américains, c'est comme un gros coup de poing dans la tête, tu te réveilles le lendemain avec une autre idée du rap. Mais j'ai besoin de me resituer dans le truc. À ce moment-là, vous êtes un groupe, IAM ou pas? Non, c'est la fin d'un groupe qui s'appelle Lively Crew et le début d'un groupe qui s'appelle B-Boy Stance. Ok. Dans lequel Joe nous rejoint début 87. 87 Joe? 87. Donc on part à New York sans toi? Voilà, c'est José qui venait avec nous. La première fois, c'était José qui venait. C'est pas un an plus tôt parce qu'on est retourné 2 fois avec Richard Grand-Éric, il n'y a pas Joe. Non, mais en fait, c'est la confusion. Non, mais je parle la première fois de 87. Je t'explique. Joe, il était dans notre entourage, il travaillait. C'est José qui venait avec nous. C'est José qui est parti avec vous. Et même quand Joe rejoint le groupe en 87, et l'été 87 et l'été 88, Joe ne peut pas venir parce qu'il a le boulot, il bosse à Soho. Je suis sceptique sur 87 parce que j'habite chez mes parents encore et je ne connais pas Joe. Bon, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, que je te disais qu'il n'était pas prêt. 88, 87. Fin 87. J'ai attendu un peu, je les ai vus à la maison. Voilà. On n'a pas vu. Non, parce qu'il a dit 87, mais c'est fin 87. Mais c'est 87 quand même si c'est la fin. Ouais, mais le passage de New York, je me rappelle très bien de pas le connaître. Il y a un déclic après. C'est José qui part avec vous d'abord. Moi, je pars à New York avec Chill en 91. 91, ouais. Oui, mais tu es avec nous depuis longtemps. Ouais. Par contre, je me rappelle du moment où on est chez lui et qu'on écoute, on s'est dit, on va faire un groupe.
Il n'y a plus de groupe, ça va s'appeler IAM. Dans mon tripot. Mais de comment, l'époque. comment, Dans justement, mon tripot comment, de l'époque. comment vous connecte rencontrez les rappeurs, vous deux? Alors, un jour, il travaillait sur. Quand on se parle. En fait, on se connaissait parce que déjà, moi, je faisais des concerts On fréquentait. et il dansait. Il premier concert il qu'on était fait, dans il est un là. groupe de danse qui était très réputé dans la JC région. Corderie. Ok. Voilà, avec des très 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 bons danseurs et voilà, Flashbreakers. on connaissait tous les groupes et Joe faisait partie des Flashbreakers. Ouais. Et moi, je le connaissais en tant que danseur. Et un jour, je le vois. Il était à la station de métro La Rose, dans le 13e arrondissement à Marseille. Mhm. Je prends le métro, il vient me voir, il me fait chill. Je sais même pas, c'était même pas mon surnom à l'époque. Non, Chill. non, mais on se dit bonjour parce qu'en fait, le noyau était petit. Tu sais, dans les soirées, on se connaissait On tous, sait même qui- si on qui se fait parlait quoi. pas, on se connaissait de vue. Bien sûr. Donc après, engager la conversation, c'était facile, on était sur les mêmes. Ce qui était simple, c'est qu'il écrivait avec son frère, et il s'était mis à l'écriture. Il me dit, écoute, Faflarage. j'écris des trucs avec Faflarage, avec mon frère. Est-ce que ça te dit d'écouter ce qu'on fait? Et en fait, ça collait super vite. C'est-à-dire qu'ils sont venus me faire écouter. Bon, Faf pouvait pas, il était à l'école, mais Joe est venu me faire écouter les titres. Et 15 jours après, on était dans le groupe ensemble. Et quelques mois après, mais vraiment très peu de temps après, on était ensemble en train de jouer à Toulouse. Il rappelait sur la face B chez moi, il venait, il testait, je me rappelle, les premières en face B et Ouais, tout. grave. Voilà. Ok. Et donc, B-Boy Stance, on a été seul, on va dire, dans le groupe de l'été 86 à l'automne 87. Et puis après, Joe est rentré dans le groupe de B-Boy Stance à la fin 87. Ok. Là, comment vous avancez? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous faites des concerts, ce que je comprends. Avec le Massilia Sound System, c'est Massilia Sound System qui nous amène sur la route à Joe et moi. Et ok. On fait nos premières armes Ouais. avec eux sur la route. Ok. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer vous cherchez pas spécialement à faire un disque ou quoi? C'est pas. Si. En France, c'est compliqué à ce moment-là. Si, On a déjà ça en ligne. on fait, de mire, on fait aussi des concerts à 3 avec nos platines, Ok. nos faces B, tout ça. Mhm. Mais on sort de l'argent, on s'enregistre petitement, nos premiers titres. Non, Vous allez en studio. on en pensait studio. déjà, on voulait absolument sortir quelque chose. On déjà, se fait nos à premiers ce niveau-là. morceaux, Mais- on passe sur France 3, tout ça. Et puis après, on connaît Pascal. Et grâce Ok. à Pascal, on efface on élimine. Il y avait déjà avec Chill, nous, on a fait des concerts tous les deux avec le Terre 808, Ok. où il est seul. Ok. Et j'envoie le disque de Soul dessus. Ah, ensemble. le sampler, c'était Ouais, des disques à toi-même. ma mère, Ouais, ouais, ok. ouais. On a Parce fait ça. qu'on avait les sampleurs uniquement quand on allait en studio. On Ouais. n'avait pas, on C'était pas pouvait encore- pas. sur scène, c'était c'est pas vrai. encore du matériel de scène. hein. C'est vrai. c'est Et vrai. Alors, même on pouvait pas se permettre de l'acheter. On n'arrivait même Juste pas à je fais manager. la version sous-titrée quand il dit DS 900, ouais. le Petit Mât à Martigues, c'est un studio historique, là, Ouais. comme on vient de le dire, un studio historique de Fifi à Martigues. Et quand il parle de Pascal, c'est Imhotep, c'est moi. Ok. Oui, c'est vrai, tu as bien fait de Je crédite, tu vois, puisqu'il bientôt il va m'appeler par Pas le mon grand petit nom. frère, pas le grand frère. Ok, très bien. Ensuite, moi, de Paris, ce que j'entends, moi, je vous découvre directement sur Rapline, en fait, moi, D'accord. personnellement. Je sais plus en quelle année on est, là, Mhm. mais 89 ou 90. voilà. Rapline, ouais, c'est Ça veut 89, dire, 90. je mets des visages sur les voix et tout, je vous vois. Mais ensuite, je me rends compte que dans des émissions spé à Paris, alors je sais plus si c'est Dynasty, je crois que c'est Dynasty. Dynasty jouait le fameux morceau de B-Side. Ouais, la cassette. Voilà, il jouait ce morceau. Et il disait ça, Yam, c'est un groupe de Marseille et tout. Et moi, à ce moment-là, je pensais que le rap français, c'était que à Paris. Donc Ouais. j'entends un autre accent et tout. Je me dis, ah, ok. Rapline arrive, et là, je vois des Américains avec un accent marseillais, en fait. Je suis bluffé. Donc, du coup, après, bon, on se renseigne, il y a des fanzines, il y a des machins, et il commence à avoir les premières interviews. Et là, vous commencez un peu à expliquer votre histoire, qui est très loin, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas Internet, tout ça. Donc, voilà, c'est compliqué pour nous savoir. Donc, on lit. Et là, j'entends des trucs, je lis des trucs, et justement, j'ai besoin que vous m'éclairiez. On dit que NTM, enfin dans une des versions, on dit que NTM se retrouve à Marseille, Joey Star d'NTM il se retrouve à Marseille et il vous rencontre et vous faites écouter votre musique, il kiffe, il amène ça à Paris et puis ça débouche sur un deal. Récemment, j'ai reçu Rockin' Squad qui me dit non, c'est moi, mais que ce jour-là, il était avec Joey Star. et Ouais, tout ça. c'est vrai, C'est ça. c'est la vraie C'est son version. cousin. C'est la vérité. C'est son Voilà, cousin. qu'il avait un cousin à Marseille, Yvan. exactement Que ce nous, qu'il on a dit. connaissait. Il vient de Yvan. chez moi et Ok. il repart avec la cassette Joey Star. Et je Ok. me rappelle qu'il a dit, les gars, on avait déjà des Virgin, tout ça, la Belle Noire qui était derrière nous. Ouais. Et Joey Star qui nous dit,
les gars, signez pas, il y a Epic qui vous veulent. Et il part avec la cassette à Paris. Et la vraie histoire, c'est que le cousin de Squat est un proche, en fait. Il s'appelle Yvan. Et il avait la cassette à fond, il était à fond, il est pharmacien à l'époque, il passait dans la pharmacie, il mettait du rap. Du rap c'est impensable à en l'époque. 89 dans la pharmacie. Voilà. Et puis, C'est surréaliste, et puis c'est clair. Squat et Joey descendent à Marseille et vont séjourner chez Yvan. Et Yvan leur fait écouter la cassette, ils remontent avec la cassette, ils sont passés nous voir chez Eric. Voilà, ça s'est fait comme ça, mais c'est une vraie histoire. Puis après, on signe avec Label Noir suite à un concert où on fait l'inauguration du Virgin Megastore. Jean-Louis Aubert fait notre deuxième partie. Il dit Jean-Louis Aubert fait notre deuxième partie pour une raison très simple, c'est qu'en fait le concert a lieu dans notre quartier. On play Centre-Ville. Donc, on joue à domicile. Ouais, j'ai bien compris. donc il y avait tout le quartier qui était là, on était joué à 2 pas du métro Vieux-Port, on était passé nos journées là-bas, et en fait, je me rappelle, on signe quasiment, dans la foulée, en backstage, on monte à Paris 2 jours après, et on signe en édition aussi. Mais pourquoi la Belle Noire alors que Joey Starr vous disait il y a Epic? Epic, c'était Michael Jackson. Ouais, mais on était déjà avancé. Oui. On était déjà avancé. Avec la Belle Noire. Et puis, peut-être que la Belle Noire, bon, à l'époque, on n'avait rien pour nous signer, avoir, c'est vrai, hein, des avances, tout ça. C'était énorme. Et en fait, on avait déjà quelque chose de concret. Et on s'est dit, si on va à Epic, on peut. On n'avait pas encore à l'époque la jugeote, on ne pensait pas à faire monter, on ne connaissait rien. On s'est dit, il vaut mieux avoir c'est du ce qu'on ici. a que tenter de l'improbable et perdre les deux. Voilà. Ok, je vois. Et ça, c'est après Rapatitude 1. Est-ce que vous n'êtes pas sur Rapatitude 1? Non, on n'est pas fait sur la alors que vous rappiez déjà, Ben, vous on n'a pas n'aviez voulu. pas le contact? On n'a pas voulu. Ah, On vous avait fait voulez notre pas album, nous, déjà. En fait, parallèlement Ok, même pas placer un morceau, tout ça, c'était quoi? on était sur... Non, parce qu'en fait, c'est très simple. On était au concert de Rapatitude 1 à Bobino. Ouais. On était là. Donc, on était déjà chez La Belle Noire. Ok. Mais en fait, La Belle Noire nous avait envoyé un studio à Paris et à Londres. Et on était parallèlement à la compile en train d'enregistrer l'album. Ok. Et donc, du coup, je pense qu'il y a eu aussi des questions de On a fait timing. concept aussi. De timing. En fait, pour nous, Rapatitude, c'est une compile qui lançait les trucs. Nous, pour nous, dans notre tête, la cassette concept, c'était déjà un album. Premier album. Donc, on s'est dit, pourquoi faire, parce que le but de Rapatitude, c'est de faire rapper des nouveaux artistes pour les signer. Ouais. Nous, on était signés déjà et on Ok. avait fait un album. On s'est dit, pourquoi perdre le temps à faire un morceau pour Rapatitude alors qu'on peut faire l'album, on avait déjà concept, et en parallèle, nous, on enregistrait notre album Planète Mars. Oui, Donc, on était trop occupés. on a sauté une étape. Et le B-side, là, c'était dans I Am Concept? Oui. Ok. C'est que... Donc là, on parle de 88. On parle de 88. La Monsieur. conception musicale 88. Je me suis retrouvé il y a un an ou deux chez Olivier Cachin, qui faisait Rapline à l'époque, justement, l'émission. Et je suis tombé sur la cassette concept. Et là, tous mes revenus, j'avais oublié que vous preniez pour des momies. J'ai Non, marqué des pharaons. l'enveloppe. Oui, on était des... Ah, tu veux dire L'enveloppe ça, à Kenaton. sur- tout ça. sur le livret. Ouais, sur le livret, il y Ah avait marqué oui. l'enveloppe à Kenaton. J'avais oublié tout ça. Non, mais c'était le livret, c'était des sommes de conneries. Mais Comme là, tu vois, comme on Une- a fait, comme on a une fait depuis- connerie. Mais a d'où fait- c'est venu tout ça? ben, une connerie a fini par devenir vraie parce qu'on Un vrai concept. on a vraiment joué au pied des pyramides. Oui, au final. Alors qu'à l'époque, on disait des âneries sans nom. Ramenez-nous chez nous. Le concept, il est très simple. C'est qu'à la fois, Joe pour le Japon et pour la Chine antique et nous pour l'Égypte, et à la fois, après, chacun s'est intéressé à tout dans le groupe. On a rassemblé nos passions dans nos morceaux. Et en fait, on voulait avoir une identité différente de l'identité américaine, même si on était très ricain sur la musique. On le voit dans les noms de scène, c'était Keops, c'est toujours d'ailleurs Imhotep, mais à l'époque, Shuriken, c'est des noms qui résonnaient pas du tout rap à cette époque-là. Bien C'était sûr. toujours MC. On est passé par cette étape-là, Ouais. mais on a voulu casser cette image-là. Une fois qu'on s'est appelé IAM, on a collé à nos passions et on a fait rentrer l'égyptomanie, l'égyptologie, comme on veut. Mais Et justement, voilà. le nom, moi, je l'ai jamais compris. Moi, je traduisais. J'étais jeune.
impérial asiatique, man. Et je vous regardais, je cherchais l'asiatique. D'où ça vient? Et en même temps, grandissant, j'écoutais du rap américain et tout, et j'entendais des Big Daddy Kane de Afro to Asiatic. Et je me disais, mais c'est quoi? Où sont les Asiatiques? En fait, j'en voyais pas, je comprenais pas. Il y a une série de bouquins, d'ailleurs, c'est pas uniquement un bouquin, il y a un chercheur historien sénégalais, Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup écrit sur les premières civilisations de l'humanité. Et c'est vrai qu'on baignait là-dedans. Bon, moi, c'est Chill qui m'a fait découvrir ce livre, cet auteur. Et ça nous a ouvert des perspectives sur une histoire de l'humanité qu'on connaissait pas du tout. D'abord parce qu'elle n'est pas enseignée, elle n'est pas enseignée dans l'école de la République, qui bizarrement est une école franco-française et européo-centrée. Et du coup, ça nous a ouvert des perspectives non seulement historiques, mais qui ont des conséquences, y compris aujourd'hui, sur l'histoire des civilisations, les premières civilisations avant les Grecs et tout ça. Donc, ça a été aussi une éducation philosophique, une éducation existentielle. Ça nous a permis d'ouvrir un peu des portes sur des continents. Mais du coup, pourquoi asiatique? Parce que c'est les origines de l'homme. Des premiers êtres vivants. Non, les premiers êtres vivants, c'est en Afrique. Ouais, mais c'est pareil. Pareil, il n'y avait qu'un continent, c'est le même endroit. Voilà, ils ont tous bougé. Voilà. Oui, non, mais même si historiquement, la première civilisation humaine est égyptienne, il ne faut pas oublier que les premiers empires chinois, on remonte à quoi, 4000, 5000 ans, hein, c'est ça Et les Sumériens, c'est asiatique. Les Sumériens, aussi, c'est asiatique aussi. C'est l'écriture. C'est l'Asie les mineure. Lémuriens aussi. C'est l'Asie mineure, donc... Après, il y a les Lémuriens à Madagascar. En tout cas, ça y est, ça part les spécimens ici. Vous m'avez éclairé, mais moi, je vais vous dire, à cette époque-là, je comprenais pas. Je me disais, il s'appelle asiatique, il n'y a pas d'asiatique. Et des années plus tard, il y a un groupe qui sort du côté obscur, qui s'appelle la Funky Family. J'écoute et j'entendais pas de funk. Je me disais, il y a un truc à Marseille. Il y a un truc bizarre à Marseille. Il choisit. Alors, il y a toujours une explication. Asiatique, c'était pas le réel nom d'Ayam. Le réel nom d'Ayam, c'est Ayam. J'existe, je suis. Okay. Qu'on avait pris sur la... on avait vu ça parce qu'on cherchait et justement l'image nous plaisait vraiment, l'image de ce fameux défilé avec la fameuse pancarte que tout le monde connaît maintenant. Le rapport de manifestation pour les droits civiques aux États-Unis. Et on avait repris ça. J'aime son côté professeur. Mais c'est un instituteur. Nous c'est dans l'argot, lui c'est tout placé, c'est tout posé. Un cours. Et puis Jo dans ce qu'il aime, ça c'est vraiment l'Asie et c'est très présent. Et c'est très présent dans Ayam. Jusqu'à aujourd'hui, on le voit dans le visuel. Dans nos morceaux. Dans nos morceaux, ça se ressent. Ouais. Après, on l'a même transporté jusqu'à la composition musicale, parce que quand on écoute Ombre et Lumière, c'est la compo musicale, c'est Ayam, quoi. On peut pas dire autre chose. Ça part dans tous les sens. Il y a de la soul, du blues, de la musique indienne, de la musique africaine, traditionnelle ethnique de tout bord. Arabe, ça part dans tous les sens. Mais même avant Ombre et Lumière, dès la cassette concept, il y avait la musique égyptienne, il y avait l'inspiration musique méditerranéenne, orientale. C'était quoi le son? Il était incroyable. On peut pas le dire. Non, mais c'était dans quel genre de musique? Je demande pas le son. De la soul, mais un peu psyché. Il est un peu quand même. Ça sonne un peu asiatique. Donne pas des infos. Un peu psyché, j'ai rien dit. Ça fait suffisamment balancer comme ça. Ouais, c'est clair. Très bien. Donc, du coup, vous m'avez éclairé sur cette histoire des cassettes. Maintenant, il y a un autre truc que j'ai entendu de ta propre bouche, Akhenaton, que au moment où justement il y a ce deal chez La Belle Noire, t'es à New York et tu veux y rester. Alors, c'est un peu plus tard. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est lui qui m'a appelé. Explique-nous tout. Ramène ta fraise, on va signer, arrêtez les conneries maintenant. Un peu avant le deal, moi je suis parti à New York et je voulais... j'avais peut-être un truc d'ado, de rêve américain, et j'avais réussi à signer un contrat de beatmaker dans une filiale de Rush qui était dirigée par deux gars vraiment incroyables, Tank et une autre personne qui... On parle de Rush, rien à voir avec le Russell Simmons? Si. La boîte de management de Russell Simmons. Moi j'ai connu Def Jam, c'était un placard. Je rentrais dedans, il y avait Bill Stepney, il était dans le placard. J'allais chercher mes disques là-bas à Def Jam, à Elizabeth Street, c'était vraiment le début. Et Linda Robinson qui m'a fait un peu bouger dans tout New York et j'ai ce souvenir là où je sais pas quel devait être l'attrait parce que j'étais
peut-être un côté français, exotique et ça. Elle m'a amené aux auditions et j'ai vu la première audition de leur vie de The Roots. Mais non. Et je lui ai dit à Black Thought, quand j'ai vu à Questlove, j'ai dit, vous savez les gars, j'ai vu votre première audition sur Varek Street dans un club et tout, et ils hallucinaient. Et elle a réussi à me connecter avec une petite boîte de prod et j'ai fini par signer un contrat de beatmaker. Donc je faisais travaillais pour faire des sons pour les artistes américains. King de la 808. Et voilà. Non, j'étais plus à 808. Oh fils, j'étais sur la SP12 là. J'étais sur la SR10, SP12. La fameuse. Ok. Voilà. Mais du coup, t'as réussi à placer des morceaux pour des Américains? J'ai pas eu le temps parce que j'ai un petit psychopathe. Il faut que tu rentres avec une voix comme ça. Il m'a téléphoné. Alors il me dit ouais, tu comprends, c'est important. Il faut que tu rentres. On fait le concert pour l'inauguration du Virgin Megastore et tout. Je dis ok, parce que moi je leur avais dit je fais concept et après tout, je me Je vire. bouge, s'il n'y a rien qui déclenche, je bouge. Et c'est bizarre, mais c'était à IAM, c'était un groupe presque morné en fait, parce que. Voilà, je voyais pas de perspective. J'avais envie moi c'était Après le concept, les Vous États-Unis. auriez pu être arrivé trop tôt. en Après le vrai. concept. Ouais. Ouais. Oui. Après le Ça aurait concept, pu. Et heureusement qu'il y a eu ce concert. Et puis je vraiment indirectement. Merci, Aubert. On remercie Jean-Louis. Non, on remercie surtout Benny, Cathy et De Burtel pour de nous avoir signé à cette époque-là. Ça veut Et dire que Castagnola aussi. Qui nous Et a Alain fait Castagnola Oui. aussi. ça veut dire que quand Keops t'appelle, c'est pas pour signer un contrat, c'est pour faire un concert. Et Non, peut-être Et on Il y signe aura un les contrat. producteurs dans la salle. Et rencontrer. Si, puisqu'il y a les bribes, puisque quand on nous demande de signer Epic, il y a déjà des petits pourparlers. ok. Ok. Et donc finalement, on est tu déjà rentres. sur un mercato. tu vois. Finalement, Ouais, je, c'est ça. Il y a des tractations des agents, tout. Finalement, je rentre et je reste en France. Et d'ailleurs, ça a été vraiment, on va dire, un parcours avec des hauts et des bas, comme dans toute une carrière. Mais le parcours qu'on a tous ensemble, et en tant qu'amis, en tant qu'artistes, et ce qu'on a eu la chance de vivre grâce à IAM, je pense que j'aurais pas vécu le 100 millième en étant beatmaker à New York. Donc du coup, C'est sûr que ça aurait été différent. ça aurait été très très différent. Et j'estime comme les frangins qui sont là, avoir été chanceux parce que dans une carrière musicale, il y a le talent, Extrêmement. il y a le travail Il y a le et il y a la timing. chance Et qui le compte timing, énormément. Le voilà. timing, la chance. Juste ce que vous me racontez depuis tout à l'heure. Tilly Rock, André Harel, Rush Management. Et encore, j'ai. Parce que le rap était un jour- accessible. Un jour, tu m'as dit, j'étais à l'enterrement de Scott Layrock, Ouais. de BDP. Tu m'as dit un jour que tu connaissais le vrai 50 Cent, Ouais. pas Curtis Jackson, le vrai, le gangster. Ouais. À un Red moment Alert. donné, Nous, on est allés à Kiss FM, à Red Alert, à Mr. Magic Rap vous Attack. avez assisté à Et on l'émission. passait l'émission, Oui. on passait toutes les émissions de Red Alert, on y allait. Parce que Red Alert, c'était le pote à Tony D, on allait le chercher en voiture. Je veux te dire qu'on est allé, Chile et moi, on s'est retrouvés au Latin Quarter, Ok. dans la voiture, avec nous. On est allé les chercher un par un. MC Serge qui conduit, de Third Base. On est allé chercher D-Light. On est allé chercher Red Alert. D-Light de Sensasonic. On est allé chercher Red Alert et après on est allé chercher Clark Kent. Et on est parti au Latin Quarter. Écoute bien parce que tu vas rigoler. On est arrivé, il y avait Cowboy qui était au platine avec Red Alert. Je me suis retrouvé à table avec Grandmaster Millimel en train de brancher une meuf et au bout d'un moment, j'ai bifurqué et je lui ai dit « Tu n'as pas tous tes vinyles, s'il te plaît ?» Il lâche pas. Non, mais sérieux, il y avait que La que les mecs qui... négociation avec Millimel pour ses vinyles, c'était n'importe. Il m'a saoulé toute la Et soirée. le même soir, première scène, Sensasonic, Justice, Audio 2, Ouais. MC Light. Ok. Et ce séjour-là, je me rappellerai C'était le jour toujours. pour MC Light ce soir. Ouais, ce jour-là, on partait, quand on est parti de ce séjour-là, dans l'après-midi, il y a Audio 2 qui vient. Ouais. Les groupes, le mec, ils viennent. Milk. Et Milk, il nous donne les vinyles. Il a dit tenez les gars, c'est les test press de nos trucs. C'est notre disque qui sort Top Billing. Je me T'as rappelle. donné Top Billing, le test pressing de Top Ouais, Billing. les promos, on avait Ouais, Top ouais. Billing, on est reparti avec Top Billing. Moi, j'ai le test press d'Eric B's President aussi. Hein. Ah ouais Il a eu au même Signé. endroit. Ah ouais, signé par lui-même Signé par Rakim Eric B. Eric B, ok. Et Rakim C'est maintenant. cool aussi. Ouais. Et Rakim, Ah, tu- 27 ans t'as plus eu le tard. temps quoi. de- Oh, c'est magnifique ça. C'est ouf. Donc c'est quand même beau. Il faut- Ok. je crois Et qu'il faut là, il faut une jour pour tout. là on revient à la France. Donc vous signez, donc chez La Belle Noire, vous bossez sur le premier album de la planète Mars. À ce moment-là, il y a quoi comme album de rap français déjà sorti? Il y en a très peu. Très peu. Solar, il sort Non. avant vous son premier? Non. Non, après.
Après, il y a Raga Sonic qui avait sorti, mais c'était plus reggae. Rhapsonic. Rhapsonic, non, c'était du rap. Rhapsonic, je crois c'était qu'ils du avaient... rap, mais c'était un maxi, ils n'avaient pas d'album. Ils avaient un maxi, tu as raison. Vas-y, mets la dose. Voilà, c'est ça. C'est ça. On fait un big up à Juan. Voilà. Moi, je me dis un vinyle, quand j'ai beau réfléchir, il y a le seul vinyle qui est sorti, c'est Johnny Go et Destroyman. Et c'était des maxi, je crois. Ouais, c'était maxi, il n'y avait rien. Il y avait rien. Donc, est-ce que vous n'êtes pas le premier album de rap français? C'est Oh, ça la je question. sais pas. Je préfère que c'est toi qui le dise. Ouais. Ok. On va fouiller, on va chercher. Ah ouais, on va franchement, moi, je suis incapable de ce genre de truc. Je peux parler de ce qu'on a fait à autant où on a fait, mais alors... Ouais. Peut-être Rap Attitude, si tu calcules un album. Ouais, voilà, après, moi, je le vois sur une compilation, mais genre album d'un groupe ou d'un artiste. Alors, c'est concept. Oui. Ouais. Oui, on peut le voir comme ça aussi. Mais voilà. Du coup, tout ça, c'est pour dire que votre modèle, il est américain. Il n'y a pas de modèle rap français, d'album de rap français. Il n'y a pas ça. Non. Donc, comment ça se passe? Dans quelles conditions vous enregistrez ce premier album? On les enregistre dans des très bonnes conditions parce qu'on est à la fois, au départ, on démarre quelques maquettes sur Marseille dans un studio qui est au centre-ville. Puis très vite, je pense que la Belle Noire décide de nous isoler de Marseille parce que c'est un défilé permanent de 8 milliards de personnes au studio. Et on enregistre ça à la rue Saint-Sébastien dans un studio qui s'appelle Mixit. Je me rappelle très bien de ce studio. Le studio Mixit qui était à la rue Saint-Sébastien. On a enregistré tout l'album. On a fait les scratchs. Métro Oberkampf pour les Parisiens. Les scratchs à Marseille, non? Je sais, franchement. Tout ce que je sais, c'est que les scratchs de Ayam, du morceau Ayam, tout ça, ils sont faits de chez moi maintenant. Je vois le studio où on a enregistré les scratchs de Planet Mars. C'est un truc de fou. C'est lui. Je savais même pas. Il est venu chez moi, il me dit, mais tu sais comme il y a le studio. C'est plus le studio, mais... Et puis après, à Paris, si tu avais fait des scratchs, on a fait une bonne session. Et puis après, on était allé mixer à Londres avec Saudi. Voilà. On est allé mixer à Londres dans un studio qui s'appelle Easy Studio. Okay. Et il rigole parce que ces studios... Moi, j'étais épuisé. Hein. Franchement, c'était, je crois qu'on faisait 20 heures sur 24. Et j'étais souvent avec Joe là-bas. Et on a eu une chance avec le rythme qu'on avait, parce que je pense qu'il y avait aussi des questions de budget. On a eu la chance de tomber chez une maman chypriote qui avait cet hôtel qui s'appelait Nontas à Camden, à Londres. Et il prenait soin de nous comme... En fait, on avait des parents de substitution. C'était les enfants descendaient, la maman qui avait l'hôtel nous faisait la tarte aux fruits rouges. Enfin, voilà, on était dans une famille chypriote, un hôtel familial. Et c'était le top. Au niveau alimentaire, ils nous ont sauvés. Hein. Ah, ils nous ont sauvés. Franchement, parce que c'était l'Angleterre. C'est spécial. C'était dur. Si tu as un peu d'argent dans ton porte-monnaie, quand même, il y a des sacrés restos indiens ou japonais. Mais on en garde. Je précise même pas, on est autour du monde. Ne me lance pas sur ce sujet-là, carrément. Je le précise pour Imhotep. Ah, d'accord. Tu parles de Pizza Hut? Non, Pizza Hut, c'est pour tes cousins, mais d'Amérique centrale qui essaient de nous imiter. Il a speed. C'était pas la question, revenons dans le sujet. Paella speed. Ok, donc ça se passe dans de bonnes conditions. Tout va bien. Moi, personnellement, d'où je suis, comme j'ai dit, j'ai vu le morceau I Am sur Rapline. Ouais. J'ai vu Elvis sur Rapline. Tu sais que je faisais les génériques, c'est moi, de Rapline. Oui, c'était marqué. On avait marqué Rapline. C'était marqué, je me rappelle. Et il y avait Hold Up Mental. Et Hold Up Mental, c'est un clip qui n'est sorti que sur Rapline, puisqu'il a été réalisé par les personnes qui réalisaient l'émission. Ouais. Et ce morceau-là, c'est un inédit qui s'est retrouvé à être aussi classique que des morceaux qui étaient sur l'album. C'est fou. Classique. Et du coup, ça, c'était avant l'album, en fait, Rapline. Ouais. Quand l'album sort, vous avez retouché les morceaux. Oui, c'est une version améliorée de concept. Déjà, Elvis, c'était plus le même. Mais non, parce que les morceaux qui sont dans Rapline, c'est des morceaux de concept. Et en fait, on a retouché des morceaux. Mais c'est infernal, Ayam, sur ça. On était déjà. 6 mois et on retouchait tous les morceaux. Les gens, ils venaient nous voir en concert, ils n'entendaient aucune version similaire de ce qu'il y avait sur l'album. On changeait tout le temps. Moi, sur le morceau AM, ça me dérangeait pas. Je trouvais que c'était proche. Il était proche de concept. Pharaon revient aussi. Mais Elvis, j'étais perdu. Ouais.
a changé perdu. plein de On trucs. avait gardé juste un peu le côté P-Funk un peu qu'il y avait dans Elvis, mais on l'a renforcé avec sur l'album Planète Mars. C'est malheureusement pas une trop bonne habitude pour le public. Qu'on a gardé longtemps. Hein. Nous, on comprenait pas. Nous, on était comme dans des freestyles, tu vois. Il fallait de la c'est- nouveauté. C'est ça. On Ce que j'ai était cru ce comprendre. genre de groupe-là. Tu sais, on nous envoyait au Canada, Joe et moi, en 90. Pourquoi on est aussi très implanté au Québec, tout ça, c'est qu'on est allé les voir très tôt et les Québécois sont très exigeants sur le fait d'aller là-bas. Et à notre grand regret, ces dernières années, on a eu tellement peu de budget sur nos albums qu'on n'a pas pu aller faire de promo, quoi. Mais à l'époque, on avait un peu des budgets, ils nous envoyaient et on faisait que des freestyles sur des radios universitaires montréalaises où Ok. tout le monde rappait en anglais. Les mecs, ils nous regardaient comme ça. Les gars qui rappent en français. Et ça faisait bizarre. Et on a fait nos connexions. Et on est ce genre d'artiste-là, ce genre d'artiste de freestyle de face B. Malheureusement, pour un public qui vient voir un album, Ils veulent entendre ce Ils veulent entendre ce qu'ils ont acheté chez eux. Exactement. et tu as 6 petits cons à l'époque qui changent, Ils s'en qui s'en foutent. que du nouveau. Et on joue que des trucs nouveaux. Il a fallu 20 ans pour qu'on C'est-à-dire que tu arrivais comprenne. sur scène, il y avait la moitié, c'était les inédits. Ouais. On testait les Donc, morceaux. 20 ans, il a fallu quand même du temps, on a fini par comprendre quand même, parce que ça nous est arrivé à nous surtout. Le Mia a démarré comme ça d'ailleurs. Le C'est Mia, test. c'est un morceau de scène. Hein. C'est un C'est un test. test. Bien sûr. Le Mia, en fait, est contemporain de Planète Mars. Il est fait. À cette période-là Eh oui. C'est un Ouais. morceau de scène. La Ok. première fois où je le joue, c'est à Verbier-sur-Roc, donc en banlieue de Genève. Et c'était 91. C'était à l'époque où Planète Mars était sorti. On était sur la tournée de la Planète Mars. Et c'était un festival. On joue avec Staying Alive, je crois, non? Non, c'est après Staying Alive. On le joue sur un sample de Bob James. Bob au départ. James. Ok. Et Ouais. comme Arrested Development a repris le sample de Bob James, on a abandonné cette version. On est passé C'est sur. fait. Ouais. Une autre version qui Et ne on sera joue pas à- la version que On a l'on Non. connaît. Non. On l'a remixé Vous 50. allez- Chaque concert, il y a un Voilà. différent Mia. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des titres qui n'ont jamais été Oui. sur disque. Par exemple, La mort dans le ghetto. Ouais, On jamais. a des enregistrements pirates de concerts. C'est un morceau qu'on a joué quelques fois sur Qui est scène. né pour la scène et qui n'a vécu Ok. que Et sur voilà, scène. qui n'a jamais le vu style de la mouette. Le style de la mouette aussi. Mais c'était des choix, ces morceaux-là, de ne les faire que sur Ouais, scène. ouais. Style Mouette, on avait le vinyle de l'instru pendant l'époque. Ah oui, On jouait le mais parce vinyle, qu'on on avait avait fait faire le vinyle. On l'avait fait faire, ouais, on l'avait l'instru. fait faire pour pouvoir Le le jouer. style de la mouette est beaucoup plus connu parce qu'il est sur la tournée de l'école du micro d'argent et on l'a joué tout le long de la tournée de l'école 12 du micro fois. d'argent. Ok. Donc, non, mais les gens nous disent il sort C'est jamais vrai. ce morceau. Il existe, il est en pirate sur Internet. Je crois que c'est le concert du Canet qui a été enregistré et balancé sur Internet. Donc, on peut le retrouver. Mais il y a des tas de morceaux comme ça. Il y a des morceaux. La dernière fois, j'ai lancé un appel parce que j'ai joué un morceau qui s'appelle Je suis un vrai en 91 Ouais. et je l'ai joué à Nîmes. Je me rappelle dans la ZUP, on avait joué au milieu de la cité. Mhm. Et j'ai dû l'essayer une fois sur scène et j'ai perdu les paroles. Ok. Et c'était des morceaux, en fait, sur les albums d'IAM, déjà, on mettait pas les morceaux très techniques. Mais Ok. en fait, techniquement, Mhm. on était très, très, très développé, vu qu'on avait cette inspiration américaine. Ok. Tu vois, par exemple, Je suis un vrai, au début, ça faisait distinguer le vrai du faux, le faux du vrai en fait. Le faux peut paraître vrai, l'inverse est faux, c'est vrai. Mieux vaut être un vrai vrai ou un faux faux qu'un faux vrai. Ou pire encore, un pur vrai faux. Et on avait ce genre de technique de Mais là, tu me dis, c'est le texte que tu as perdu 91. Je Après, t'en rappelle très bien. non, j'ai les 4 premières mesures et en Et fait, après, il me manque ok. les 16 qui suivent. Il y avait que des vrais et des faux dans les Ok. 16. Après, il faut tenter le Là-dessus. faux ou vrai dans tous les sens. Mais est-ce que tu te rends compte que ça, tu l'as fait sur scène, Ouais. mais toute la technique qu'il y a là, c'est pas pour la scène. Il nous le fallait sur un support pour qu'on comprenne tout ces genres de morceaux qu'on Eh écoute ouais. plusieurs fois pour comprendre. Ouais, Ouais, on mais allait ça, c'est trop pas le vite, type hein. de considération qu'on avait à l'époque. Vous, c'était sur le Ouais, moment. ouais, c'était- Non, mais au niveau. Pour entrer en studio, il fallait de l'argent, il fallait une prod. Et une fois que le label avait payé la prod. Ouais, c'était tout. Voilà, Ça donc s'arrêtait quand là. ils nous donnaient, les gars, vous allez faire un EP, oh putain, on fait 6 titres, on en met 6 dedans. Ouais. Enfin, déjà, on avait, je sais pas si tu te rappelles, plein en face B, toujours des inédits, Ouais, du c'était important, grand n'importe Ouais. quoi. hein. Ah, très bien. Donc on revient sur de la planète Mars. Moi, il y a plusieurs morceaux qui ont marqué comme Tam Tam de l'Afrique, Ah ouais. qui était solo de Shuriken. Et moi, il y avait le nouveau président que je trouvais très Rakim. Quand j'ai entendu, j'ai dit oh, Rakim en français. Ouais. C'est vraiment ce que je ressentais tout. Et il y avait une petite touche d'humour Ouais. qui va être beaucoup plus développée sur l'album d'après, mais il y avait déjà une petite touche d'humour et ça, c'était cool. Je trouvais ça super cool. Et sans vraiment passer à la radio,
Je trouve que, en tout cas, là où j'étais, je trouve qu'autour de moi, beaucoup de gens écoutaient cet album. Comment ça s'est passé en termes de promotion ? Parce que c'est fou, en fait, que autour de moi, autour de moi, c'était un succès. Les concerts Driver. En fait, c'est que, contrairement, on n'avait pas les inimitiés. Tu vois, j'ai lu encore récemment, Banlieue Bleue c'est assez mal passé. C'était un affrontement entre les fans d'NTM et les fans d'IAM. C'est pas du tout. C'était vraiment un affrontement de règlement de compte entre bandes de la banlieue parisienne, essentiellement entre 93 et 95, qui s'étaient effrités pendant ce concert-là. Mais nous, on n'avait pas ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'on venait de Marseille, on n'était pas dans les tensions de la capitale, donc on jouait absolument dans tous les quartiers. On a joué à la Grande Borne, on a joué à Trappes, au Merisier, dans toutes les cités, à Saint-Denis, dans tout. Et on tournait beaucoup, hein. Avant l'album, on tournait et on allait vraiment à la rencontre des gens, mais y compris en province aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'en province, on est allé dans vraiment... On a dû faire toutes les MJC de France. Okay. Et je pense que c'est cette expérience de la scène et ces concerts-là qui ont fait le succès de l'album de la planète Mars. Et les gens avaient l'habitude de nous voir, et faisable encore à l'époque, alors que les concerts de rap étaient beaucoup plus violents que maintenant dans le public. Clair, Par contre, on pouvait jouer dans les quartiers. Ouais. Voilà. Ouais. On a joué dans tous les quartiers. On n'a jamais, même dans certains ou des endroits, ils disaient vous avez joué là. Certains groupes disaient vous avez joué là, c'est le bordel, c'est nous. Et nous, franchement, ça s'est toujours. Je me rappelle toujours bien passé. L'accueil à la Grande Borne. Ouais. Quand on avait joué à Grigny, les mecs nous avaient accueillis trop bien. On avait fait un match sur le terrain de handball, le Barbuck. Ils avaient fait un barbecue. Tu vois, l'après-midi, tu te retrouvais avec les gens du quartier à faire des barbecues devant la scène sociale. Et le soir, tu arrivais en concert. Et le soir, tu arrivais en concert, et je trouvais ça. Voilà, non, parce que les gens, il peut y avoir. C'était peut-être des fouteurs de merde, tout ce que tu veux, mais ils étaient tellement contents que nous, artistes, on vienne jouer chez eux, ce que ça représentait de leur respect à eux, qu'on vienne. C'était de partout où on allait, c'était tout. Mais surtout, ils n'étaient pas dans la surenchère de te montrer que leur quartier était plus dangereux. Voilà. Tu vois, c'était pas. Mais je pense que vous, déjà, vous dégagiez pas ce truc-là aussi. Oui, il y a ça aussi. On va leur montrer ça. Voilà. Donc je pense il y avait rarement de bagarres pendant nos concerts. Vraiment, le seul où il y a eu, c'est vraiment Banlieue Bleue. Sinon, il n'y avait pas d'embrouille. Et c'était pas à cause de vous, c'est ça le truc. Non, c'était pas à cause du rap en fait. Des fois, on arrivait dans des concerts, ça nous arrivait où c'était tendu. Tu te rappelles ? Milieu des années 90, ça s'est tendu, Eric. Il y avait beaucoup de bastons dans tous les concerts. Mais avant, nous, au départ, on arrivait. Alors, il y avait des tensions, peut-être avec un problème des flics, tout ça. Par exemple, quelques jours avant qu'on vienne jouer, il y avait une grosse tension, tout le monde disait attention, ça va être. Et en fait, le concert a pesé les choses dans la cité. Dans la ville, ouais. Ok. Bon, après, il faut replacer ça dans un contexte historique. Je vous rappelle que dans les années 60, l'Olympia a été retourné par les fans de Johnny Hallyday et des Blousons Noirs. Oui, c'est vrai. Et qu'il y avait des bagarres après tous les balles du samedi soir. Donc, et des bagarres de bande. Et des bagarres de bande. Pas des méchantes bagarres d'islamo-gauchistes. Séparatistes. Séparatistes. Non, mais parce qu'eux, ils avaient que les blousons noirs. C'est ça. Ils sont bien plus sympas. C'était ça le problème. Pas mal. Ils pouvaient enlever leur cuir. Voilà, ils pouvaient enlever leur cuir. Je me souviens du maxi de la planète Mars, le morceau. En face B. Avec cette photo. Avec cette photo collée là. Mais en face B, il y avait un morceau que j'aimais beaucoup. Et je me rappelle plus du titre, mais... Le livre de la jungle, non ? Non, il y avait... Les drums, c'était... Ils me faisaient penser à Give a Drum a Song de Ultra Magnetic MC. Ah, ça c'est obligé, on était traumatisés par l'Ultra Magnetic. Je comprends, moi c'est aussi. pas Je suis vexe ? C'est Je suis vexe. Je crois que c'est ça. Ouais. Je suis vexe. Il était incroyable ce morceau. J'avais juste envie de vous le dire. Merci. J'aime beaucoup ce morceau. Donc... Bon, aujourd'hui, je sais que l'album est certifié, mais à l'époque même, il est disque d'or ou quelque chose comme ça ? Non. Ok, ça arrivera beaucoup plus tard. Ça arrive plus tard. Après, ça arrive même à l'époque de l'école, je crois. L'école fait tout remonter. L'école du micro d'argent permet aux autres albums de... Ombre et Lumière, non ? Ombre et Lumière, il est or et double et platine. Ombre et Lumière, oui. Mais de la planète Mars, on est d'accord qu'il n'y a aucun morceau qui passe à la radio dans les radios. Je parle de Radio Nationale. Non. On est d'accord. Ok. Incroyable. Et Ombre et Lumière, c'est le remix du Mia, à la rigueur, parce que juste avant, il n'y a rien du tout non plus. C'est quoi que vous envoyez en premier single pour...
Il y a... Non, c'est le Mia. Ombre et C'est le Lumière. Mia. Après, il y a ce soir, on met le feu. Ça Le arrive premier après. single d'Ombre et Lumière, c'est le Mia qui sort. Ouais, c'est le Ouais, Mia. on le remixe en plus. On n'était Ok. pas content de la version. C'est le Mia, et puis après, sur Sachet Blanc et Femme Seule, c'est devenu plus compliqué après, Ouais. de passer dans les grandes radios. Plus Même, compliqué. même à la télé. Je me souviens de ce live dans les victoires de la musique. Oui. Sachet Blanc, où Ouais. toute la journée, Je il voulait m'attendais- couper. Il a glacé l'ambiance sur Et du coup, on n'a pas eu le clip mais ça, victoire c'est- du clip, je me rappelle. Mais ça vient toujours du fait, c'est encore notre mentalité de dire non, nous on arrive avec Au casse-tout. Ouais. on veut surtout pas être ça, on veut être ça. Ils attendaient le Mia ce jour-là. Mais à fond, toute Ben, il l'après-midi y avait c'était tous la les pros de négociation. la musique. Uh-huh. La chanson de l'année, c'était le Mia. Et tout le monde, tous les gens du T'imagines business, tous les labels confondus, quand ils ont entendu le résultat, c'était qui déjà? Une chanteuse là. Ah, c'était Enzo. Enzo, elle est Enzo. cool. Mais les mecs, ils disaient, mais c'est quoi? Même les gens de la musique, ils disaient, Ouais. mais c'est quoi cette chanson? On la connaît pas. Tout le monde on avait compris qu'en fait, on avait payé, Politique. on avait payé le fait de pas jouer le Mia. Ouais. Avec les victoires, c'est où parce qu'entre ça et Independenza, on a été tricard pendant 15 ans après. Ah oui, des Beneza, oui. On va en Ils nous ont plus invités après. On va en parler, été complètement on va en parler indépendant. après. Donc là, j'aimerais qu'on revienne sur Ombre et Lumière. Alors, la sortie de l'album, c'est un double CD. Quand on parle de CD, c'est un double CD. Et avec des amis, on a cherché. On s'est demandé si c'était pas le premier double Oui. CD de l'histoire du rap. Oui. Oui. Parce On est que c'est avant bien avant Tupac. Tupac, Ouais. bien avant Ouais. Biggie. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est le premier double CD de l'histoire C'est du fou, rap. ça. C'est une chose dont je me souviens très bien parce qu'on a dû le négocier. Il y avait trop de morceaux. Ça a été la négociation dans le bureau d'Emmanuel de Burtel. C'est lui qui a validé le fait de faire un double. Ok. Et la discussion, si vous pourrez demander à Emmanuel, elle a duré 2 heures parce qu'en fait, le problème qu'ils avaient, et nous, on le comprend maintenant avec l'âge qu'on a, mais on était des petits cons au bout d'un moment, c'est que le format même du double ne rentrait pas dans les rayonnages. Ah. Voilà. Pourquoi ils ont sorti la version rouge et la version album unique? C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, le double ne rentrait pas dans certains rayonnages. Donc, du coup, il y a des tas de magasins où on ne pouvait pas être Et référencé. le vinyle, il était en deux, rappelle-toi, volume 1 et volume 2. Il y avait deux. Ah, ok. Mais Ouais. par contre, on a réussi à faire accepter au label de faire un double album. On leur a dit, parce que vous payez le prix de 1 pour enregistrer, parce qu'on allait tellement vite, on avait au moins 50 titres. On leur a dit, regardez, vous sortez un double, deux pour le prix d'un. Voilà. Et là, d'un coup, ils ont fait, ah oui, c'est vrai, en plus, personne ne l'a jamais fait. Premier- Ça serait bien, vous pouvez un argument pour vous. Bien Et là, sûr. ils ont foncé. Premier double album. Voilà. J'ai un peu ce regret-là d'avoir perdu les maquettes de Ombre et Lumière et de l'école qui étaient en cassette. En fait, j'ai les cassettes instrumentales, mais j'ai plus les maquettes. Et il y avait C'était différent. Non, il y a des tas de morceaux qui pouvaient rentrer dans les albums respectifs. Après, nous, on écarte des titres. Des fois, ça ne veut pas dire qu'on a raison. On écarte des titres, des fois, qui sont... Regarde où va la vie Sachant qu'on ne le donne pas au label. Les maquettes, c'était pour nous. Ah, c'était pour vous. Non, il n'y a pas de maquette pour eux. On arrivait, on enregistre le morceau, c'était comme ça. Donc là, vous êtes en train de me dire que Ombre et Lumière, qui est un double album, donc beaucoup de morceaux, vous avez enregistré plus que ça. Oui, Ouais. ah oui. Oui. Il devait y avoir une vingtaine de morceaux en plus. Ah ouais, facile. ça aurait pu faire Et 4 comme on en CD. avait trop, et qu'on pouvait pas, on leur a dit, nous, on ne peut pas choisir. Comment on va faire? On ne peut pas trouver 20 morceaux sur 60. Ouais, c'est ça. On peut Faut pas. faire un double. Exactement. On a eu un compromis, les 2/3. Voilà. On a pu sortir Je me gosse, Fils doux et Donne-moi le micro. Ouais, je me souviens, ça c'était sorti avant. Ouais. Donne-moi le micro. Mais ça. c'était des leftovers, c'était des morceaux qu'on ne mettait pas dans l'album et L'album, bien sûr. qu'on a pu... Ouais. Exploité quand même. Ouais. Et il y avait la guerre sainte du rap, c'était dans quoi? C'était un inédit C'était du dans premier Planète album. Mars, Ouais. la guerre sainte du C'était- rap. ok. Donc du coup, vous sortez le deuxième album avec une super belle pochette qui vieillit très bien, je trouve. Donc ça, Merci. c'est cool. Et premier single, c'est un morceau remixé donc qui est pas dans l'album. C'est un C'est truc étrange. C'est du IAM. C'est du IAM tout craché, non? Ah bon? Tout simplement parce qu'on voulait sortir Harley Davidson, on voulait faire un morceau souriant parce que c'était notre univers aussi, on avait envie de rigoler et en fait on a eu un petit souci avec Oui, charrier. les ayants droit de Serge Gainsbourg. Ok. Donc on n'a pas pu sortir Harley Davidson en premier single. Ok.
Et on a dit, on prend tu sais, le Mia, on le jouait sur scène depuis 2-3 ans. Et c'était un morceau qui fonctionnait aussi bien que les morceaux de Planète Mars sur scène sans être connu. On s'est dit, on le tente, on va sortir celui-là. C'est un morceau un peu bon esprit aussi. Parce que derrière, on savait qu'on voulait sortir Sachet Blanc, Femme Seule, que c'était des morceaux qui nous tenaient à cœur. Et c'était pas les morceaux les plus gais de l'album. C'est clair. Donc, du coup, pour moi, si on revient à Ombre et Lumière, c'est l'album d'Ayam, avec un grand A. Ok. C'est-à-dire, si tu veux comprendre Ayam, c'est Ombre et Lumière, l'album fondateur, réellement, du concept du groupe, de ce qu'est le groupe. Où il y a tout style de morceaux. Toutes les facettes. Musicalement, ça part dans toutes les directions. Et il ressemble au groupe. Et encore aujourd'hui, la dernière fois, dans l'émission Ayam Concept, on a rediffusé les interstices. On était mort de rire. C'est le genre de conneries qu'on ferait... qu'on ferait encore aujourd'hui. C'est des conneries qu'on continue à faire tout le temps, mais sauf qu'il n'y a plus assez de place sur les disques pour les mettre, donc on garde ça pour nous. Moi, je fais on met des morceaux à la place. J'en fais ce genre de conneries, je les fais, mais je les fais pour... on a pas mal de potes qui sont fans du PSG. Pour charrier le PSG, je fais des morceaux de charriage et je leur envoie. Mais ça reste un comité réduit. Pas tout le monde a de l'humour de nos jours, n'est-ce pas ? Je comprends. Non, mais tu vois, la déconnade, ça fait partie. Pour moi, c'est ce que je disais. Il y avait beaucoup plus d'humour sur le deuxième album. Le foot, la musique, ce sont des spectacles. C'est quelque chose qui est de l'entertainment. Et je trouve que des fois, quand ça devient trop sérieux, ça me saoule. Là, tu le vois depuis le début, là. Ouais, je pense que tout le monde remarque. On peut être très engagé, mais on peut décompresser des fois et faire d'autres types de morceaux. On peut pas être sérieux toute la journée. Bon, moi, c'est le contraire. Faudrait que je sois un peu plus énervé de temps en temps, parce que moi je fais n'importe quoi toute la journée. Mais bon, c'est une autre histoire. Je danse le Mia, le remix, George Benson, tout ça, ça arrive. Et là, pour la première fois, vous passez à la radio, nationalement. C'est votre premier morceau. Et on passe sur beaucoup de radios d'ailleurs. Hein. Ouais. Il ouvre les portes. C'est la clé. C'est la clé et ça me gonfle très vite. Ça nous gonfle très vite. On va y venir. Tu veux pas chanter dans ce Mia, l'émission? Non. Non. Et du coup, le morceau marche énormément. Et moi, le truc, parce que je suis déjà rappeur à ce moment-là, et le truc que je me dis, c'est... J'aime beaucoup le morceau et tout. Il est cool, mais je me dis, ça doit être dur pour Ayam, qui est un groupe, que leur premier morceau qui a énormément de succès sont à solo. On ne calculait pas ça à l'époque. On ne calculait pas ça. Ouais. Mais maintenant, Hein. Ouais. Mais après, maintenant, moi, ça ne me dérange pas parce que vous êtes installés, mais je me dis, le premier morceau qui marche, ça aurait été bien qu'ils soient tous dessus, en fait. Finalement, quand tu regardes bien, Tam Tam de l'Afrique, solo. Ouais. Planète Mars, solo. Il y en a plein. C'est en Sachet fait Sachet Blanc, solo. Femme Seule, solo. Ouais. Et bizarrement, les titres qui ont fait les singles des 2 premiers albums d'Ayam, c'est quasiment que des solos. Ouais. C'est bizarre. Après, c'est le hasard. Tu sais, c'est le hasard. Nous, pourquoi on nous dit pourquoi ça dure, Ayam, ça. Je pense qu'il y a c'est pour ça, justement. On a mis une partie de notre ego de côté. Et quand on œuvre pour le groupe, on œuvre pour le groupe. On ne tient pas compte. Quel est le bon morceau à sortir ? Quel est le meilleur morceau ? C'est pas qui y a dessus, c'est quel est le meilleur. Ça aurait pu être un solo scratch de Keops. Si les radios le réclament, on l'envoie. Bien sûr. Mais quand on a sorti, c'est sur Révolution. Le premier titre qui fait le bise, c'est le morceau de scratch. Ouais, Ayam 2017, là. Voilà. Non, c'est beau. Le morceau est un raz-de-marée, le morceau prend, et il y a cet épisode chez De Chavannes avec les ballons. Voilà. Mon Dieu, ils ont sauté sur les ballons. Voilà. La crédibilité. Mais aujourd'hui, on est en 2021. Toujours rien à foutre. Non, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, je pense que tu fais ça à la télé, on s'en fout. Ils s'en foutent, tout le monde s'en fout. On fait pire que donc, ça moi, maintenant. c'est ça que je veux dire, c'est qu'avec le recul, vous vous dites pas, mais dans quel genre de public on avait en fait? Non, c'est un rappeur, ça devait être tout le temps. Non, sérieux. c'est pas le public, c'est le rap tel qu'il était à l'époque. Le rap tel qu'il était à l'époque, c'était une musique d'opposition, c'était un peu comme les punks, il fallait être. Mais dans notre tête, on était autre part. Enfin, nous, on faisait ce qu'on avait envie. On avait le Mia qui était rigolo. On s'est dit, on s'en fout de Chavannes. Voilà, il faut quand même expliquer pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Donc, il y avait Christophe, c'est son prénom, de Chavannes. Excuse-moi. Christophe de Chavannes qui était un animateur un peu loufoque, un peu Cyril Hanouna aujourd'hui, mais dans un autre style. Et donc, il y avait une émission, c'était Coucou, c'est nous. Vous avez fait Michel Moment.
Non, Ciel Montmardi, vous l'aviez fait avec, Coucou, c'est nous. Lionel D, Rest in Peace, tout Ouais. ça. Je me rappelle. Ouais, Vous c'est étiez Coucou, plus c'est sérieux. nous. C'était Coucou, Coucou, c'est c'est nous. C'était l'époque Ouais. du truc tous les jours. Et à un moment, il y avait des gros ballons, fallait sauter dessus, et vous les propose, et vous avez sauté dessus, mais comme n'importe quel mec qui a envie de se marrer, en fait. Mais pendant les répètes, déjà, on sautait dessus naturellement. C'est-à-dire, Ok, on vous avait rien demandé. On les a Ouais. pris, Ok. on les a vus, on les a pris, on a commencé, c'est parti en couille Ouais. directement pendant les répètes. Voilà. Voilà. Je pense qu'ils n'ont pas forcé beaucoup. Mais je t'explique. Mais nous, dans un studio une semaine avec des ballons comme ça dans un coin, Tu verras, tu hein. passes au bout du 2e jour, tu vas voir les ballons, qui c'est qui est dessus, comment ça se passe dans le studio. Mais il faut pas oublier C'est que typique de nous. même cette émission, pour nous, c'était attention, on ne s'est pas dit on va aller sauter les ballons pour faire le morceau. Ouais. Les ballons, ils auraient été là, on aurait sauté quand même dessus. On avait quand même la possibilité de jouer notre morceau sur TF1 Ouais, en prime time. bien sûr. C'était pour nous, venant, je n'ai pas dit des bas-fonds de Marseille, mais avec quatre fans, Pour notre musique. à passer dans notre morceau. Ouais. Regarde À une maintenant, heure de grande essaie écoute, juste maintenant de jouer un morceau de hip-hop Sur TF1. sur TF1 dans une heure de grande écoute. Ouais, compliqué. Ça n'existe pas. C'est vrai. C'était extraordinaire. Donc c'était une belle Je opportunité. ne sais même pas si on a joué les Mia en plus. Ce jour-là. Vous connaissant, vous avez Non, pu non, jouer non, un non, remix non, à non, Planète remix à Mars. remix. Non, Non, c'est- non, c'est pas on a joué autre chose. Hein. On a joué Red, Black and Green, Ouais. je crois. Ok. Je crois. Et donc, certains du milieu hip-hop vous en ont voulu, ont commencé à vous critiquer, notamment NTM. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a cette cassure avec Non, NTM? pas vraiment. Ah, Je c'est- pense que ça vient il y a plus cette tard, histoire. à l'époque de Ombre et Lumière, parce que c'est par personne interposée, des gens qui leur racontent des conneries, des gens qui Ouais. nous racontent des conneries. C'est ce que c'est quand même un milieu où les gens parlent beaucoup. Et aujourd'hui, tu regardes ça avec... Beaucoup de journalistes nous ont tendu la perche. Ouais, exactement. Ouais, Mais on l'a jamais saisi, nous. Mais ça plaisait énormément d'avoir un peu une La base. rivalité Rolling Stone, Beatles, tu vois. ça- C'était ça me téléquestion. la presse, la presse, Tu la- sentais les Paris, questions Marseille, dirigées un peu. PSG, Ça sentait un peu les questions OM. dirigées Ouais, un tout peu était comme ça. pareil. Hein. Ouais. C'était- En plus, il y avait beaucoup de rivalité dans le foot à cette époque-là, début Bien des sûr, années bien 90, sûr. pareil. On écrasait tout. Ouais, Dans je le sais pas foot pourquoi. et dans le rap. J'ai l'impression que ce message est dirigé Ben, c'est à vers cette époque qu'on a eu personne. l'étoile. Hein. une personne dans le studio. Je ne dirais pas qui. On était étoilés cette époque-là, non ce temps-là Moi, je tiens à dire, je suis monégasque. Voilà, comme ça. Défiscalisation. Toi, totale. Eh, Tu as toi, tout compris, toi. toi, tu as- c'est bien, mais pareil, tu n'es pas étoilé. Tu as compris grave, tout c'est ce qu'il pas fallait grave. T'as comprendre. failli toi aussi On a être failli, étoilé, on a mais failli. c'est comme ça, c'est que pour nous. Ça viendra. Comme je ça t'ai dit viendra. avant J'ai l'émission, foi. tu vas avoir une phrase qui va devenir comme sur ton blason. Magnifique. Tous rêvent d'être monégal, moi je rêve d'être monégasque. C'est Vust lyriciste qui a dit ça. Ouais, Magnifique, big up Vust, c'est Voilà. une des plus belles phrases. Voilà. Et je l'adore et ça risque de devenir un t-shirt, je tiens à le dire. Donc, après ça, il y a donc Sachet Blanc, il y a Femme Seule, il y a les victoires de la musique, on vient d'en parler, avec ce moment très glacial. Ah non, mais Sachet Blanc, il tirait tout ça à tronche, mais c'était un bras de fer qui a duré Il se sentait visé. toute la journée. C'était horrible. Vraiment, il Sachet n'y avait Blanc, pas une super. avait- Notre label qui venait. Ça alors, les gars, vous êtes ça sûrs grimaçait un peu dans l'auditoire. Les labels qui me venaient, souviens. alors les gars, c'est sûr, vous voulez pas faire le Mia Non, on a dit non. Mais non, et tout. Et quand on a commencé à faire les répètes, ils avaient encore l'espoir, mais ils ont entendu le Sachet Blanc. J'ai dit, oh, Ouais, ça disait c'était bon. fou. Je pense que ça nous a permis aussi de faire bien comprendre aux gens que le s'est groupe IAM, positionné, c'était des morceaux souriants, mais c'était des morceaux engagés aussi, c'était une écriture aussi. Voilà. Et que le morceau qui était devenu l'hymne du camping, parce que c'est ça, hein. Ouais. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, moi je pouvais Toi, plus. tu jouais plus sur Ah, scène, j'en le pouvais Mia. plus, j'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus. On s'est braqué. Il nous a tellement rapidement échapé qu'on s'est un peu braqué. 20 ans. Ok. Et là, Pendant combien de temps 20 ans. Pendant 20 ans, vous on l'avez n'a pas joué plus joué entre 93 et 2007, 14 ans. Ouais, quand même. Hein. Ah, c'est pas loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le déclic pour le rejouer? Je pense que c'est l'âge, une ouverture d'esprit qui arrive à s'installer. À partir de 2007, on a recommencé à jouer des classiques parce que même sur Revoir un printemps, sur la tournée, on joue les On classiques jouait pas. dans un medley d'un quart d'heure. Ah ouais. On jouait pas les classiques. On jouait pas. Ah non. Mais vous vous rendiez pas compte que vous pouviez frustrer le public? Non, Non. jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Ça nous frustrait à nous de jouer Ça veut dire- les classiques. Quand tu dis jusqu'à ce que ça vous arrive On à était vous, toujours dans l'optique de jouer de la nouveauté.
Jusqu'à ce que ça nous arrive à nous en concert. Vous êtes allé voir quelqu'un en concert Ouais, on est allé voir... qui n'a pas joué les morceaux que vous attendiez. Non, qui a joué. C'est-à-dire heureusement. qu'à C'est là où on a réalisé. Busta Rhymes, Busta Rhymes. avec Spliff Star, il a joué tous ses classiques, et Nas a joué tous ses classiques. Ok. Et on s'est regardé avec Joe, on a dit, ouais, carrément, qu'est-ce qu'on attendait, nous? On attendait The World Is Yours, on attendait... voilà, Nous, on arrivait sur scène, on était même surpris des morceaux que je jouais. Merde, je connais pas bien celui-là. Ah oui, il y a celui-là. Je l'ai écrit, je le joue. Ah, mais c'est quel morceau que tu fais ce soir? Moi, je fais celui-là. C'est lequel, celui-là? Tu as l'instru? Moi, j'ai pas l'instru. File-moi l'instru. C'était. On a les balances. Ah, on joue celui-là? Ah ouais. J'ai écrit celui-là tout à l'heure, hier, avant de partir. Je le joue demain soir. Enfin, c'était. Ah ouais, ça c'était souvent ça. J'ai écrit ça et je le joue demain soir. Ah, c'est à cause de ça que je me trompais dans les disquettes W3. Le Cookie Monster a parlé. Ça arrivait vraiment ça? Oui. Ok. Mais c'était pas à cause de ça. Oui, c'est arrivé qu'il arrête des morceaux en plein milieu. Il oublie tu que vois. c'est des morceaux à 2 couplets. Tu joues un morceau, il arrête à la fin du premier couplet, il arrête un morceau. Ça, c'est pas... Ok. Ah, ça va, ça. C'est la machine à fumer, ça. Spécial délicat c'est la à faute Tonton de- David lors de ce. Ah ouais, un C'est big up petit à tonton concert. David, franchement. Ok. Cette tournée-là. Qui était chez la Belle Noire aussi. Ouais. Ok. Ouais. Comment il s'appelait son groupe, le backup derrière? I Fight. Ah, il fight. Hi-Fi. Et il fightait. Ils t'ont fighté. Ah, il fightait high, hein. Je peux te le dire. Très bien. Je crois que j'ai été boxé par la taille. Si ça part en jeu de mots. Non, parce qu'un jour, on l'a retrouvé dans les backstage, il était livide, il était blanc, il était contre des draps, on jouait à Nancy, et il nous a arrêté le premier morceau à la moitié. J'ai dit, oh là là. C'est le reggae, c'est le reggae, c'est le reggae. Ça, c'est le c'est reggae. mon côté ce- jamaïcain. Ce ça. concert, il va être long. Il y a eu Lève le bras Selecta, mais il n'est jamais reparti le morceau. Il a pas renvoyé le pull-up. Mais bon, on va revenir donc. Le Mia, vous le jouez plus pendant toute une période. L'album est un carton. Clairement, le Ombre et Lumière, c'est un carton, ça marche. Comme j'ai dit, Une grosse tournée. grosse tournée en plus. C'est la première fois que vous passez sur Radio Nationale. Et ensuite, comment on se remet au boulot pour l'album d'après? On ne se remet pas, on est déjà. Ah, vous êtes déjà dessus? Parce que là, en gros, vous sortez d'un succès, ça peut mettre une certaine pression. Même une maison de disques qui commence à se dire, bon là, Yam, ça marche, on va entendre les singles, vous ne c'est voulez ça, pas hein. faire un nouveau Mia, truc. Oui, on a eu droit à tout ça. C'était ça, mais par exemple, moi, j'ai fait de suite dans la foulée Metek et Mat, et Metek et Mat m'a permis de sortir un peu de la folie d'Ayam et du Mia, et de faire d'autres types de textes plus introspectifs. Ouais. Et puis donc, quand on attaque l'école du micro d'argent, moi, j'arrête carrément le travail sur Metek et Mat pour recommencer les maquettes avec les frangins. Et à partir de fin 95, début 96, on est à la Friche de Abel de Mai en train d'enregistrer les premières maquettes, dont Petit Frère fait partie. Ah, ok, Ouais, les premières maquettes. très bien. Et l'Empire du côté obscur aussi. Par contre, on a une idée, on veut faire totalement différent d'Ombre et Lumière. Déjà. On veut changer de son complètement. Et là, vous êtes entre vous, et il n'y a personne de la maison de disques, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit le Mia, le Mia 2, le Mia 2. Souvent, vous la êtes maison entre de vous. disque écoute le morceau quand il est enregistré. Terminé. Mais en fait, ils nous connaissaient, ils n'ont même pas essayé. Ok. On a toujours été en même temps, très vous rigide. n'avez pas fait le Mia le jour des victoires de la musique. Non, on l'a comprend fait que- le jour d'un PSG Marseille. Le jour que Angloma il fait le Kung Fu Fighting. Je me rappelle très bien. Et ben, c'est l'après-midi, on enregistre le Mia. Ouais. Ah, vous avez enregistré le morceau Ouais. ce jour-là? Ouais. Ok, cool. Donc, l'école du micro d'argent. Parce que je vous ai dit, moi, je suis de mon côté, je suis en banlieue parisienne et j'entends des trucs, des histoires. Donc, c'est le moment d'éclaircir. Vous enregistrez les maquettes. Ouais. Après, il y a cette légende qui dit, ouais, ils sont venus faire un freestyle à Paris avec la clique de Time Bomb, tout ça, et ils ont pris une pression musicale et se sont dit, il faut qu'on retourne en studio et qu'on change tout. Belle légende. Ça, c'est une légende, une vraie légende. Merci. Donc, Là, expliquez. Tout tu lis simplement- pas dictionnaire, tu regardes ce que ça veut dire légende. Bah, parce que le freestyle avec Time Bomb à l'hôpital d'Ivry, il est après l'école du micro d'argent. En fait, on enregistre l'école du micro d'argent, pour faire bref, hein, on fait une première mouture à l'été 96. Ouais. Et on s'aperçoit que c'est pas du tout le son qu'on veut, Mhm. et on change
énormément d'instrumentaux. Oh, ok. Pas trop de paroles, hein, Ok. mais d'instrumentaux. On retape énormément de titres en banlieue parisienne, à Suresnes, dans 2 studios, dont un s'appelait Tell. Méga et l'autre s'appelait Guillaume Tell. L'avant-dernier jour, avant-dernière journée, j'invite un pote à moi qui est pote avec Ali de Lunatic. Ok. Et j'invite Ali à passer au studio. On mixait Né sous la même étoile. Mhm. Et en fait, c'est à travers Ali qu'on a connecté à vraiment toute la clique de Time Bomb par la suite. Ok. Et on les rencontre réellement, physiquement, au complet, lors du concert qu'on fait à Canal+, où on Oui. joue la saga, Oui, avec oui, oui. les jours où il y a la journée où il y avait Sons of Men et tout ça. Voilà. Donc c'est une vraie légende, puisque le freestyle a lieu Après ça. après que ce soit... si on s'est pris la pression de quelqu'un, c'est Infamous de Mobb Deep qui nous a traumatisés, en fait. Ok. C'est ça qui s'est passé. Ok. C'est que l'album Infamous est arrivé, et on était comme des fous sur Moi, je me l'album, rappelle sur le cette son. discussion qu'on a avec Nick aussi. Je me rappelle aussi de cette discussion qu'on a avec Nick où on essaie de lui expliquer avec grande difficulté en essayant de Qui est prendre Nick le- Nick Salzano. Ingénieur d'ombre et lumière l'ingénieur de d'Ombre et Lumière Public Enemy. l'époque, en Ok. essayant de prendre le plus de grands possible, que notre musique et notre vision de la musique, elle a complètement changé. Et que ce son-là nous correspond plus. La façon dont il a travaillé, les sons qu'on lui a amenés nous correspondaient plus. Ok. Parce qu'on travaillait plus de la même façon déjà dans la base qu'on lui fournissait. Ok. Donc j'ai souvenir de cette discussion-là et ça a été, et c'est là où justement c'est en partie où on a pris le tournant et où on a commencé à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde le même ingénieur? Est-ce que c'est des moments difficiles ça à vivre fait pour un ouais. groupe, ça. Très Parce difficile. qu'il faut le dire, il faut. Tu vois, il faut- C'est des amis, en fait. On lit Nick et- beaucoup de Nick et liens, Ben. nous, avec les gens Ouais. avec qui on travaille en général. Donc Mhm. après, d'avoir ce type de discussion, des fois, c'est très délicat. Mais ils pouvaient pas s'adapter selon Si, vous on a fait le premier jet qui est mixé. Ouais. On Si on a arrête, dit ça, c'est qu'on a essayé. on alors. arrête Ok. on décide d'arrêter au mastering. De refaire l'album au mastering, hein, quand Non, même. mais vous exagérez trop. Au mastering, donc on a quand même mixé. Vous avez on a- recommencé on a- l'album au moment du mastering? On a un plein mastering, on dit on arrête et on voit le label et on recommence le. Ils vous ont dit quoi, la maison 10? Ils sont devenus fous. Mais bon, ils ont dit banco. Ils nous ont fait Ils vous ont confiance. fait confiance. Ce qui aujourd'hui serait Mais au-delà de Mobb Ouais. Deep aussi, je Ouais, pense c'est carrément que utopique. C'est je clair. pense que Petit Frère a été un maître étalon aussi pour l'album, Mhm. parce qu'il était existant. C'était un des premiers morceaux de l'album. Il date des maquettes de la friche. Mhm. Et en fait, on voulait l'album qui allait dans cette direction-là. Ok. Au complet, donc avec des drums très sèches, avec un dry. son, voilà. Ouais. Mais moi, pour dire la vérité, en ayant écouté l'école du micro d'argent, j'ai rien entendu qui me faisait penser à Time Bomb, personnellement. Non, mais Je sais pas d'où cette légende. c'est une erreur de Thibaut de Longeville Ok. qui a un peu confondu les dates. Ok, je vois. Très bien. Donc, moi, cet album, quand il sort et que je l'écoute, le premier truc que je me dis, c'est l'humour c'est beaucoup réduit. Ouais. L'album est beaucoup plus sérieux. Et donc, du coup, dans mon esprit de rappeur français, j'essaie de trouver un lien. Je me dis, est-ce que c'est pas parce qu'on leur a reproché les ballons, le Non. Mia, tout ça? Là, vous êtes en train de m'expliquer Mobb Deep. Je comprends. Il y a un C'est une rejet, direction Mais à ce musicale. Voilà, mais à ce Oui. moment-là, en fait, moi, j'ai pas la donnée Mobb Deep. mais il y a un rejet Je du me dis- Mia aussi. Ok. Il y a un rejet, c'est bon, Ouais. on a assez fait C'est rire ça. tout le monde. Ok, maintenant. Voilà. Oui, par contre, il y a aussi ce que je rappelle, mon anecdote de tout à l'heure, c'est qu'en studio, on déconnait plus que jamais, Ouais. mais qu'effectivement, il arrivait un moment donné où on avait tellement de morceaux qu'on ne pouvait pas garder les interstices Exact. et les déconnades comme on s'était permis sur Ombre et Lumière. Ouais. Là, sur un simple album, on était obligé de mettre du compact et il fallait que ça tienne dans les 74 minutes. Et je pense que si on avait eu le loisir, par exemple, comme on fait aujourd'hui, Faire un double. sur Internet, ou de refaire un double, ou de balancer des conneries sur Internet, il y aurait eu au moins autant de conneries sur l'école. Je veux dire, on Il y a continue, même une on preuve de continue à ça, déconner. tonton. Il y a une preuve de ça, c'est que dans la version avec les 10 inédits qu'il y a de l'école du micro d'argent, il y a des morceaux comme Il faut taper pour qu'il arrête de parler, c'est des morceaux humoristiques. Ouais. Ils ont juste pas passé le cap des 16 morceaux sélectionnés dans l'école. En fait, c'est que les morceaux humoristiques aussi, qu'on faisait à l'époque, Mhm. ils étaient moins bons. Ils Ok. étaient moins bons. Parce que notre composition musicale aussi, on est un groupe on écrit énormément par rapport à la musique qui est faite. Mhm. Et c'est vrai que la musique, elle était dark. C'était sombre.
les mélodies, elles étaient hargneuses et on voyait pas trop comment on pouvait écrire des morceaux rigolos. On a rappé Attentat avec des musiques qui ressemblent au Muppet Show, tu vois. Il y a un grand écart entre l'école du micro d'argent et ça. Hein. Ouais. Facial. Donc vous arrivez au premier single avec Sons of Men. Ouais, la saga. C'est Un clip de fou, c'est ça. avec les gens qui bossent sur Alien, qui ont bossé sur le clip. Des effets spéciaux. Ouais. et tout. Et le clip passe de partout, par contre. Il Ouais. est en boucle sur toutes les chaînes. Je me souviens. Ce qui- M6, c'était matraqué le matin. Il faut juste s'imaginer ce que c'était, même en termes de budget. On avait des budgets de clips qui étaient équivalents à 10 fois les budgets de clips d'un album d'aujourd'hui, ou même 20 fois. Parce que tout simplement, aussi, la technologie change. Et puis, Et qu'à l'époque, à Puis cette il y avait époque-là, une trilogie dans le c'est clip. cinéma. Il y avait la trilogie. ouais, il y a Bad Boy de Marseille. Voilà. Ouais, on avait fait suivre. Voilà. Et en plus, à cette époque, c'est Code- rigolo parce qu'on a Code subi Obscur. la guerre d'énergie et de Fun et de Skyrock qui se battaient pour jouer les morceaux. Lequel La- Ils se battaient pour se partager le. On jouait C'est sur- comme on si était tu avais le gigot de. Énergie joue la saga. Ouais, Ah oui. oui, Fun. Incroyable. En fait, tu avais les morceaux C'est comme un incroyable. gigot de l'école et ils se battaient, les commerciaux, enfin, ceux qui s'occupaient de la promo, tout ça, promo, presse, tout ça. Mais radio, ils devenaient fous, parce que Énergie voulait jouer ces titres-là. Fun, si lui, il joue pas celui-là, moi, je joue celui-là. Je joue celui-là. Énergie, ils C'était étaient à n'importe fond quoi. sur Né sous la même étoile. Voilà. Ok. Et Fun, bastonné, heavy rotation. Ah ouais, c'était Ok. le truc de fou. Hein. Donc C'est vous Fun étiez, qui- vous c'est- étiez vraiment attendu à ce moment-là, en vérité. Non, c'est d'accord. Fun qui a changé la donne. Il n'y a pas de Parce- single. Hein. La donne, elle change quand Fun décide de jouer Bad Boy de Marseille. Parce qu'à cette époque-là, Energy et Skyrock ne veulent pas jouer Bad Boy. Mhm. Et en fait, c'est Ah, Bad même Skyrock. Ouais. C'est Fun qui bombarde Bad ouais. Boys de Marseille. Et Avant en fait, Skyrock. Avant Skyrock, ouais. C'est dingue ça. Et c'est ce qui a quasiment. Deuxième sur le rap. Il est con. Ça a incité carrément Skyrock à même changer d'orientation. C'est ce morceau-là qui change beaucoup de choses, et la réaction Ok. qu'il y a dessus. Et après, il faut voir un truc, c'est que le succès d'un album, aujourd'hui, tu effaces l'école du micro d'argent des mémoires, tu ressors aujourd'hui, je suis pas persuadé que tu vendes 2 millions d'albums. Non, mais ça, j'allais y venir. Je pense que même à l'époque, c'est une anomalie. Quand Ouais. je dis c'est une anomalie, c'est on se resitue dans le contexte. Les morceaux radio qu'il y a à ce moment-là, ils sont quand même d'une certaine façon qui est l'opposé de ce qu'il y a dans votre album. Et le rap en général, c'est-à-dire pas Kayam, Ouais. mais pas Kayam, c'est-à-dire tous les groupes de rap et la scène émergente en France prend possession de la musique en France. C'est-à-dire qu'à partir de 96, Ouais. on se dit, oh, le rap va rentrer vraiment sur toutes les grosses radios. C'est C'est pas que nous. C'est ce qui arrive. Et c'est ce qui se arrive passe. jusqu'à la comédie musicale. Ouais, Et quand la comédie musicale est faite, hop, la France a retrouvé sa variété, hop, c'est ça. allez, vous pouvez aller faire un tour dehors. Il y avait des comédies musicales de partout. Mais voilà, pour moi, dans cet album-là, L'école du micro d'argent, il n'y a pas de single évident. Non. Non, il n'y a Mais rien. c'est l'album le plus vendu de l'histoire du rap français, on est d'accord. Ouais. C'est complètement fou. Ça veut dire, ça dépassait. Moi, je voyais autour de moi, je vous dis, depuis le premier album, autour de moi, les gens écoutent beaucoup IAM. Mais là, on avait atteint un niveau, c'était n'importe quoi. Même ceux qui n'écoutaient pas IAM écoutaient C'est ça. l'école. C'est ça. Là, c'était abusé. Et je trouve que c'était l'album le moins accessible, entre guillemets, Ben, des trois. C'est ce qu'on nous a dit quand Ouais. on a fait écouter, je me rappelle de l'écoute C'est avec plus le guerrier, label. C'est le plus guerrier. Et ils nous ont dit, c'est un album pour génération. Ah, ils vous ont dit ça. Ouais. Ouais, tout ça pour ça. Vous avez fait refaire l'album. Vous avez refait un album pour nous faire ça. Pas tous, hein, mais certaines. Non, pas tous. Après, ils se sont battus pour Pas notre tous, album. mais ils se sont Vraiment, quand la même maison de battus, disques, c'est de label et Laurence Touitou et Luca Minkilo, notamment Nicole Schulz. Ils se sont vraiment battus Ouais. pour cet album-là. Mais leur première réaction, elle est légitime Mhm. en tant que maison de disques, Ok, qui a déboursé 2 fois l'album. c'est ça. Ils écoutent, ils se disent, oh, un album de 100 singles, Ah. et en fait, il y a des morceaux qui vont devenir, s'installer tout simplement parce que l'imagerie est forte, et aussi, encore une fois, après que Tonton ait mis pour montrer qu'on est très impartiaux, ait mis la bonne claque méritée à Skyrock, je vais leur passer la pommade et le dire que le fait qu'il rentre 7 titres en heavy rotation, Ouais. ça change les choses. C'est clair. Les 7 titres,
Les 7 titres. Pour un album sans single, au clair. final, c'est pas mal. Hein. C'est clair. Et Skyrock Mais change la donne même pour le rap. C'est ça. C'est Suite qu'au à cet final, album. ça devient les nouveaux singles, nouveaux types de singles. Exactement. C'est ça. Elle donne son corps, Ouais. Né sous la même étoile, Petit frère, Côté 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 obscur, obscur. Saga. Ouais. Et puis il y a Demain c'est loin qui était peut-être pas à la radio parce que trop Non. long, Non. mais dehors, c'était partout. Ah, c'est le hit des tours, celui-là. C'est ça. C'est vraiment c'est partout. le hit des voitures. C'est ça. Des tours et des voitures. C'est le hit des tours et des voitures. Vous pouvez me donner un maximum d'anecdotes sur l'enregistrement de ce morceau. Comment il est venu? Moi, j'ai des souvenirs assez précis. Qui Je fait peux- le beat je peux- déjà? C'est Joe. Joe fait l'instru. Et il travaillait sur Rougevie. Alors, on Ouais. était il bossait sur Rougevie. Il était dans une petite salle à Guillaume Tell où nous on mixait, il écrivait. C'était toujours comme ça. Hein. Et- On faisait rarement qu'une chose en studio. Ok. Et il écrit Demain c'est loin et tout ça. Et je rentre dans la cabine de voix et j'entends rapper sur un morceau. Je dis oh putain, le morceau il tue et tout. Et j'ai dit c'est pourquoi? Il me dit ah, c'est pour l'album. Et j'ai dit mais il faudrait qu'on le mette dans l'album. Il est extraordinaire le morceau. Et ça il me dit ah ouais c'est sûr. Et j'ai dit écoute j'ai un truc que j'ai écrit à New York 6 mois avant qui va comme un gant. C'est le même sujet. Ok. Ça y va comme un gars, hop, on se fait écouter des trucs. Et à partir de là, une fois qu'on est convaincu, on va dire, on déroule. Parce que nos textes au départ, ils n'étaient pas aussi longs. Et après, on déroule, on choisit de faire un morceau fleuve qui, pareil, sur le format, Sans est le refrain. premier morceau fleuve de l'histoire du Sans rap. refrain. C'est moi qui le. Sans refrain. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai écrit sans refrain. Ok. J'avais écrit un long couplet. Comme ça. Et à l'époque, c'est vrai que ça nous arrivait d'écrire des longs couplets, puis après de couper, pour pas arrêter le flow. Des fois, tu veux pas, tu vois. Puis après, tu t'ailles dedans si tu dois séparer Ouais. et en faire des couplets distincts. Mais en fait, je suis parti dans un truc d'écriture où en fait, il y avait Laura avec moi et Freeman à l'époque. Ok. On était dans la même pièce, on écrivait, et puis j'ai écrit, et il est venu un moment où je me suis pas arrêté avant parce que je voyais pas de refrain arriver. Et quand j'ai eu fini, j'ai posé mon stylo, je dis ben voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai compté les pages, j'ai dit bon ben voilà. Les pages, Pas pas les mesures. Ouais, les pages. j'ai regardé les pages, j'ai dit bon ben voilà, il y a pas de refrain. T'as compté les cahiers. Qu'est-ce qu'on Voilà. fait? Et c'est là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait pas, et c'est venu de là parce qu'au départ il a pas été, enfin je savais pas pourquoi il était au départ, mais quand j'ai fini mon couplet, il était tellement long que je voyais pas, j'arrivais pas dans le débit, dans le flow, j'arrivais pas à trouver un endroit. Tu vois, à la limite, pour en faire un couplet plus court. On est rentré à Marseille, on est parti. on l'a maquetté au Petit Mât, Direct. Ok. direct, et puis ensuite enregistré à Méga, toujours à Suresnes. Ok. Posé Une petite, une fois. Une petite. Posé une fois, les Ah ouais, il n'y couplets. avait pas Pro Tools à l'époque. Ah, one shot. Ouais. Non, pas one shot, mais. Ah, ok. Ah si, one shot. Ouais. Non, mais quand j'ai dit one shot, c'est pas je pose, ça y est, c'est one shot, c'est fait. Il a posé, chaque couplet, ils l'ont posé à une seule trait. Oui, pas ça, de c'est drop, one tout shot. ça. Voilà. Non, jusqu'à maintenant, on fait très rarement des drops. On n'a jamais été un groupe de drops. Et c'est vrai qu'on l'a refait, mais ça a été rapide, hein, parce qu'on l'a refait 2-3 fois. Et je pense que moi, il est passé à la 4e fois, je l'ai rentré. Et Chill, pareil, le texte, il l'avait déjà. Et là, il a dû le rentrer au bout de la 3e ou 4e fois aussi. Ouais, une petite précision pour m'auto-créditer un peu, c'est que j'ai fait des arrangements sur ce morceau parce qu'il y avait Exactement. il y avait un souci sur la basse. Exactement. Des cadeaux. Alors, pour le private joke, et il a des soucis sur beaucoup Sur beaucoup de basses. de basses. Je suis un peu le Jacques Vabre des lignes de basse. Vraiment. Mais pareil, c'était encore la volonté de faire un truc qui avait jamais été fait. C'est ça qu'on recherchait. Ouais. C'était arriver chaque fois où on nous attendait pas, faire des trucs qui avaient jamais été faits. Et comme dans ce domaine, rien n'avait été fait, forcément, c'était... Moi, la première fois que j'entends le morceau, sur ton couplet, Shuriken, je me dis, waouh, Smooth the Hustler et Trigger the Gambler en français. Parce qu'il y avait ce truc de terminer ta phrase avec un mot. Ouais. Commencer la suivante avec Oui. le même mot, Ouais, tout ça. ouais. Non, je me disais, on était dans les mêmes genres de mathématiques. Smooth the Hustler et Trigger Ouais. the Gambler. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça fou. J'ai kiffé le fait que toi et Kenaton, tu rentres pas dans la même technique que lui. T'ailles ailleurs, tu fasses ton truc différent et tout. Et je trouve, de toute façon, le morceau est classique. Et je me souviens de mon frère achète beaucoup de vinyles, toujours aujourd'hui. Un jour, il m'emmène un vinyle et j'entends Nas en train de rapper sur l'instant. Ah ouais. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça sort? Je pense que c'est Large Large Professeur, Professeur. mais ils nous ont crédité sur la pochette. Ouais. Donc Large Ouais, on Pro, est il a crédité, dû, ouais. il a dû reprendre la boucle et faire un morceau avec. Ah Et ouais, il a c'est fait impossible qu'il ait trouvé le sample, je joue. The Second, C'est impossible. The Second Coming.
Et pour nous, c'était vraiment très Un honneur, gratifiant. ouais, grave. C'est fou. Ouais, il le sort en j'imagine bootleg que- avant. Hein. C'est un honneur, c'est J'imagine. gratifiant. Il le sort en bootleg avant. Oui, ben mon frère Et a Bad un Boys, bootleg, et tu Bad vois. Boys de Marseille aussi. Mais Les comme, deux. quoi, tu vois, finalement, c'est un morceau qui est complètement, on en parlait tout à l'heure, hors format, hors cadre, hors tout ce que tu veux. Puis finalement, quelque part, il a eu sa vie, il a eu quasiment sa vie en parallèle de non-single, on va Ouais. dire. Ouais, mais jusqu'à Large Professor, qui est comme une pointure du rap américain, qui entend. Oui, mais l'album est parti aux États-Unis avec ok. Sons of Men, la saga. Le clip Ouais. a Ouais, traumatisé bien sûr. Wu-Tang pour de Non, mais bon. ce que je veux dire, c'est qu'il Donc- a, entre guillemets, aimé et validé. Ouais. Il s'est dit, Ouais, oh. ouais. Et il s'est dit, putain, Nas dessus quand même. C'est beau quand même pour le. Ah, c'est Ah, même pour, très nous, beau. pour nous, c'était cool, ouais, c'était vraiment gratifiant. Ok, incroyable. Alors cet album, au niveau des chiffres, ça explose tout. C'est la folie. Et il y a Freeman sur cet album, en tant que rappeur. Première apparition en tant que Voilà, nous, vous connaissez Abdel Malek Sultan. Sultan. Et là, c'est Freeman. Il rappe. Et je me souviens, le morceau est apprécié. Bon, après, personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de l'album. Je parle pas que du couplet de Freeman, je parle de tout le morceau. Comment ça se passe? Comment Freeman, il passe de danseur du groupe à rappeur? Ah, il était souvent avec moi, donc du coup, il rappait pas mal, il écrivait pas mal. Mhm. Et en fait, quand on refait l'album, parce qu'il n'était pas présent sur la version A Ah, ok. de l'école du micro d'argent, Mhm. quand on refait, il était présent sur un morceau qui s'appelle Dessous, qui était un inédit qu'on avait fait dans Chez moi, on l'enregistre. voilà, dans les toutes premières maquettes. Mhm. Donc il commençait à écrire et l'occasion s'est présentée, il y a eu l'instru, je pense qu'on lui a proposé de faire un couplet dessus Mhm. et il a posé son premier couplet sur Un bon son brut. Mhm. Mais techniquement, le premier morceau, parce qu'il est sorti à posteriori, c'est Dessous. Ouais. C'est celui-là, Ok. c'est celui-là, sa première apparition. Ok. Ouais, parce que il n'est pas sur le premier parce qu'on enregistre à New York. Et il y a que nous à New York. Ok. La deuxième partie est à Paris, donc c'était plus simple d'aller à Paris. Très bien. Et là, à partir de ce moment-là, il devient clairement rappeur. Ouais. Il sera sur l'album d'après, Revoir un printemps. Il sortira un album solo. Oui. Mhm. Et j'ai Sur Sadil, Fils du Dragon, voilà. c'est Ok. c'est pratiquement ses premières apparitions hein, Ouais. aussi sur Sadil. Et puis, il y a bien sûr Independenza, dont on est obligé Eh ouais. de parler. Independenza, c'est un inédit. Ouais. Il passe sur l'album, à la base. Mm. Et Il a enregistré en même temps que Dessous. Non. Il est sur le même single pourtant. c'est après. On fait les maquettes chez moi d'Independence. Independenza, c'est avec Pourquoi je suis là, les maquettes chez toi, Independenza, c'est après l'école du micro d'argent. C'est C'est ça. après. Ouais, je me rappelle. On Après. fait les maquettes en tout cas chez Ouais. moi Independence. Ouais. Ok. Donc, vous êtes invité aux Victoires de la musique à jouer ce morceau. Non, à la base, je pense que vous êtes invité à faire une performance. Oui. C'est vous qui choisissez de jouer ce morceau? Ouais, on choisit de jouer ce morceau parce qu'en fait, il voulait. Au départ, après, c'est un malentendu. Il voulait du spectacle et un peu réveiller les gens. Donc, on a choisi de faire du spectacle et d'un peu réveiller les gens. On voulait être un peu à contre-pied de ce qui se fait dans les victoires, faire un truc un peu à l'américaine. Ce serait infaisable aujourd'hui. Avec Vigipirate, te fait tirer dessus dès que tu rappes la première mesure. C'est ça. Et bien que je crois que ce qui ferait plus peur aux gens maintenant, c'est des lancers de chauves-souris dans la foule. Oh my Non. God, oh my Non, God. non, ou d'aller rapper devant le premier rang sans masque. Ouais, c'est criminel. Criminel. Alors que pour Independenza, on avait tous le masque. C'est ça. Exactement. Vous étiez en avance. Voilà. Et donc, on choisit de faire ce morceau. Il y avait certaines personnes de l'organisation qui étaient au courant et d'autres pas du tout. Ok. En fait, dans les victoires, dans le comité des victoires. Mhm. Pour l'effet surprise. Et je pense que l'effet surprise a été tel qu'on a été tricard pendant quasiment 13-14 ans. Le ministre de la Culture qui s'est pris le flyer dans le paquet de flyers dans la poche. Les flyers Ça, c'est beau. Ouais, quand j'ai vu ça, j'étais en direct à la télé, j'étais chez moi, je regardais. Je vous ai vu tous arriver, cagouler plusieurs sur scène. Je me suis dit, oh là là, les victoires de la musique, je vois très bien ce que c'est. Mais ce morceau, il a un sens de fou. Il a un double sens, ce morceau. Ouais. Il parle de l'indépendance dans la musique, Mhm.
qui nous a coûté cher indirectement à Sectora et à nous, hein, parce que au bout d'un moment, je le dis souvent, mais c'est la réalité, ils se sont pris des articles à charge disant qu'ils faisaient partie de la secte Abdoulaye, hein, et nous, on était une émanation de la mafia. Ouais. Okay. Voilà. Super. Incroyable. Donc l'indépendance, ça coûte cher quand on veut s'inviter à la table des grandes maisons de disques. Hein. Et aujourd'hui, on dirait que c'est un morceau séparatiste. Voilà, exactement. Ouais. Quel mot. Il est nul ce mot, c'est un truc de fou. Et dans un autre sens aussi, notamment dans les paroles que je dis au début, mon histoire de France à moi commence par un génocide, ses pensées maussades romance une revanche impossible. Ça veut dire que ici, la France est un envahisseur. Elle est venue ici en chassant le peuple cathare, en annexant l'Occitanie, en jetant les gens sur des bûchers. Voilà. Pendant l'Inquisition. Pendant l'Inquisition. Et malgré ça, j'ai dit, ces pensées maussades romancent une revanche impossible. C'est-à-dire que mon but n'est pas de leur faire la guerre. De faire la guerre, bien que je suis pour une certaine forme d'autonomie, je ne me suis jamais caché. Je suis pour qu'on ait une forme d'indépendance. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les livres d'histoire. Le peuple occitan, c'est-à-dire les Catalans, les Occitans en France et les Occitans en Italie jusqu'à la Spezia, sont un peuple sans pays. Voilà. Donc voilà le sens des premières phrases d'Independenza. Si vous voulez la suite d'Independenza, c'est dans l'esprit de vos cimetières, dans Black Album. Voilà. Et donc, moi, je regarde la performance, et à un moment, je vois les gens qui commencent à retirer leur cagoule. Je vois un pote à moi, clairement, avec qui j'ai grandi. J'étais mort de rire. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Et je vois des gens dans le public. Il y avait quand même une partie du public qui était heureuse. Hein. Ouais. Oui, même pas les premiers rangs, mais derrière, oui, j'ai vu des gens contents, en train de crier, mais le reste, c'était pire que le sachet blanc. Ah non, mais là, c'était pire. Parce qu'il y avait la peur. Ouais, exactement. Voilà. Là, c'était pas juste glacé, c'était la peur. Ouais, mais nous, on voulait faire un show à l'américaine, un truc... C'était réussi, hein, clairement. Pas pour choquer non plus les gens, parce qu'on était... Mais c'est ce que ça a fait. Mais indirectement, nous, notre but, c'est de faire quelque chose qui reste. Des fois, tu parles des MTV Awards, des trucs comme ça, et les mecs, ils ont fait un show fantastique. Ben, nous, on voulait faire un truc bien. Ouais. Ils nous ont quand même dit à la fin de quitter les loges. Ah ouais. Après la performance, ouais. C'est ça que je voulais savoir. Donc, c'est que directement, vous avez eu des remontées. C'était pas offensif, mais c'était, oui, il faudrait évacuer les loges parce que c'est bon. Ouais, une façon de... T'inquiète pas, c'est des manières de parler et de procéder auxquelles on est habitué. Nous sommes coutumiers du fait. Ok. Donc, du coup, on passe un peu à revoir un printemps. Là, vous pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une pression... Il y a au niveau des chiffres. Il y a une pression énorme, mais pareil, c'est un peu comme sur l'école, je sors d'un album solo de Sol Invictus et Black Album. Ouais. Donc, on va dire pas tant que ça. Pour moi, c'est plus une pression de faire un bon album. On choisit un truc qui fonctionne bien avec IAM et qu'on emploie depuis, c'est le studio résidence en fait. C'est un studio où on dort, où on est sur place et c'est vrai que se revoir en printemps, on est très créatif. Il y a énormément d'inédits. Alors, parce qu'on est en immersion. Je pense que c'est un des albums où on a le plus d'inédits à revoir en printemps. Non sortis. Je pense que c'est affolant. Le nombre d'inédits qu'il y a sur celui-là, c'est... Vous avez fait plus de morceaux que sur Ombre et Lumière, par exemple? Plus qu'Ombre et Lumière, je crois pas. Parce qu'Ombre et Lumière, il y en avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais de toute façon, en général, dis-toi bien que pour un album de 15 titres... Il y en a 30 au moins. Et encore, on part avec 50. Et après, on réduit, sachant que dans le temps, des nouveaux prennent la place de certains anciens qui traversent pas, justement, qui survivent pas à l'épreuve du temps, ce genre de choses. Donc, il y a toujours minimum le double. Ok. L'album a un succès. Ouais. Mais c'est pas les chiffres de l'album précédent, mais c'est quand même des gros chiffres. C'est des gros chiffres. Et j'ai l'impression qu'on vous a reproché de ne pas avoir refait les mêmes chiffres. Alors que de la même façon qu'on nous a reproché de ne pas avoir refait un Mia. Ouais. On fait surtout 400 000 au moins. Et Internet qui commence à cartonner derrière. Et 400 000, c'est énorme. Surtout, on bat tous les records de téléchargement.
En fait, on a les statistiques 15 millions. de téléchargement, c'est énorme sur Revoir un printemps, énorme. Ok. Gravure, téléchargement, c'est énorme à cette époque-là. C'est, on va dire, c'est l'entrée dans une nouvelle ère. Mais c'est l'entrée dans une nouvelle ère pour nous, pour la musique et pour le monde. Ouais. Ok. Et pour le monde. C'est-à-dire que tout Ouais. Tout a changé. Tout a changé. Ok. Bah oui. Là, On va pas parler de vos carrières solo parce que là, Non. ça durerait trop longtemps, mais pareil, c'est des grandes choses, des albums classiques. Et Samouraï, je me rappelle quand c'est sorti, j'avais croisé Faflara, je lui ai dit, l'instru que ton frère a fait, là, c'est trop. C'est incroyable, vraiment, vous avez fait des super belles choses en solo. Moi, j'aimerais juste qu'on avance, qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va accélérer. Il y a eu plusieurs autres albums d'Ayam et tout. Il y a eu ce truc où vous avez eu Côté Obscur. Après, plus tard, c'est devenu la Cosca, ce que vous avez aujourd'hui. Et j'ai vu des re-signatures en major à des moments où je me suis dit, mais ils ont toute la structure pour rester indépendants. Et comment ça se fait qu'à chaque fois, vous retournez en major et tout? J'ai jamais compris ça. Parce que, en fait, c'est pas réellement des re-signatures, hein, c'est des changements de nature de contrat. On avait un contrat qui courait jusqu'à maintenant, qui est un héritage de contrat prolongé. Ok. Dans le début des années 2000. Et c'est vrai qu'on ne produit pas un album tous les ans. Donc, du coup, avec Ayam, ça prend du temps. Ok. Je pense que ça, pour une certaine forme d'expérience, moi, je trouve ça génial d'avoir été en major, d'avoir été notamment chez Def Jam pour Art Martien, Ayam, Révolution et Yasuke. Pour l'histoire. On a vraiment eu... ça a été des masterclass pour nous de nouvelles technologies et de fonctionnement de l'industrie du disque aujourd'hui. Okay. On est plus aguerri à de l'indépendant. Bon, moi, j'ai toujours fait de l'indépendant en marge, mais avec Ayam, jamais. On est plus aguerri à de l'indépendant et ça peut être une éventualité dans les années à venir, dans les mois à venir, d'avoir du Ayam indépendant, puisqu'on est au bout de notre contrat avec Universal. par contre, la Cosca n'est pas de Côté Obscur, hein. N'est pas de Côté Obscur. Ouais, non, c'est autre chose. Ouais, Oui, c'est deux. bien sûr, j'avais bien compris. Et pour parler rapidement des productions que vous avez faites, que ce soit la Cosca ou Côté Obscur, Funky Family ou je veux dire l'Algérino, Psychiatre de la rime, comment vous avez une oreille sur ce qui se passe dans Marseille ou autre, parce qu'il n'y a pas que Marseille, il y a Chien de Paille qui n'est pas de Marseille aussi. Comment vous avez... Je crois que Ça, Montep veut parler, c'est Ça, réveillé. on l'a toujours eu, ça. Okay. Si tu regardes bien avec les albums Sadi, l'album collectif, Chronique de Mars, depuis le début de notre carrière, on croise les jeunes groupes qui démarrent sur scène ou en studio. On les invite en studio sur nos morceaux. Donc c'est pas une lubie qu'on s'est dit tiens, on va créer des labels et travailler collectif. C'est déjà quelque chose qui est dans notre ADN et qu'on fait depuis le début. Donc ça se fait naturellement sur Chronique de Mars. On se dit, en parallèlement, plutôt que de faire un album solo, ou même en faisant un autre album solo en même temps, on fait un album collectif où on s'invite les uns les autres et où on invite des petits jeunes qui démarrent, qu'on a envie de mettre un petit peu en lumière. Ça, c'est la famille. Ok. Mais choisir tel groupe, c'est vous qui allez vers ces artistes-là ou c'est leur musique qui arrive à vous? Des affinités quand même au départ. Ok. On a la chance d'être à Marseille aussi et de se croiser dans ces années-là, dans des soirées comme celle du Café Julien, et des micros ouverts, donc on se connaît humainement. Ouais. Et après, il faut apprécier musicalement, mais c'est un peu un combiné des deux. Ok. Ayam, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on fait. On est avec toi. Dans le présent, ça déjà, c'est on super. Est avec toi. Je suis honoré et content. Mais qu'est-ce qui va se passer là? Il se passe qu'on a arrêté la tournée il y a 1 an au bout de 3 dates. Voilà. Et qu'on attend fermement de pouvoir recommencer les concerts, si Dieu le veut, cet été, faire quelques festivals. On espère pouvoir aussi à la rentrée tourner. Et en même temps, le temps nous permet de nous organiser pour enregistrer. Des morceaux. Donc on travaille, on écrit, on compose et je pense qu'au bout d'un moment, sous une forme ou sous une autre, tout ça sortira. Ok, c'est-à-dire demain, il y a une solution par rapport au Covid, tout repart, vous êtes prêts à remonter sur scène? Ah, ça oui. Nous, on est prêts, oui. Ah, oui. Toujours prêt. Super. Ah oui. On arrive à la fin de ce grand moment.
Bon, je tiens à préciser à tous les auditeurs que ça aurait pu durer 2 heures de plus, mais à un moment, on doit s'arrêter. Mais à chaque fois que les gens viennent dans Featuring, ils ne repartent pas les mains vides, ils reçoivent toujours un cadeau. Ah oui. Donc je vous ai amené un cadeau. Oh ouais. Je pense que ça devrait vous plaire. Alors, c'est un souvenir d'un jour historique. Oh, magnifique. Oh, ça fait plaisir à certaines personnes qui sont ici, ça. Ne le filme pas en travers, ça. Oh là là. Alors, on va expliquer. T'as pas ça, toi? C'est un un truc fanion Ouais. C'est un truc de qui fou. date d'une certaine date. Oh là là, magnifique. Oh là là. Le 26/05/1993. Le jour de l'étoile, Star Day. La Kéops, c'est ton moment. C'est son moment. C'est son moment. Il se transforme. Ça fait mal? Un jour peut-être tu comprendras, petit. Donc je parle bien sûr de la finale de l'Olympique de Marseille contre le Milan SC et la victoire de l'Olympique de Marseille pour la Champions League. L'étoile. Eh ben, ce beau cadeau Voilà. va trôner dans notre studio. Là, on va trouver un endroit. Mais Par contre, on va être obligé de décrocher un de nos nombreux disques d'or. C'est beau. là, ça vaut la peine. On Là. va trouver. Ça va. Il va être dans les émissions IAM Concept. Voilà, tout le. Les gens pourront le voir dans les prochaines émissions. Exactement. Ça, c'est Merci cool. mille fois. On en parlera d'ailleurs dans une émission. Voilà. Spécial. Il n'y a Spécial. pas de souci. Comme je le répète, moi, je suis Dans une monégasque. émission spéciale hip-hop. Ça va. Ouais, Donc, c'est vraiment un truc de fou. merci à vous en tout cas. C'était, Merci d'être grand venu. moment. Merci à toi. Donc, cool. Je vous demande pas si vous suivez le football. Je pense que oui. c'est réglé. Jamais. Et voilà. Et écoutez, je dis aux auditeurs à la prochaine. Ben ouais. Vive le hip-hop. Ciao, ciao. Yes. Peace. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.